Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! J'ai donc droit à 3 questions. 3 questions qui peuvent me sauver la vie, c'est ça? Information. Correct. Non, celle-là, elle comptait pas. C'est pas juste, je peux recommencer? Information. Non. Non, ce n'est pas une question non plus. Mince alors. Il m'en reste qu'une question. Bon. Quoi de mieux pour commencer la saison que de se remémorer les vacances que Dalek Mouillé nous a racontées sur les réseaux. Nous voilà donc à bord d'un paquebot non romantique à souhait qui nous rappelle ce magnifique film où 2 personnes de milieux totalement différents se rencontrent et tombent éperdument amoureux. Ah, je me souviens plus trop comment se termine le film d'ailleurs. Bref, comme je le disais, à bord d'un paquebot pour une charmante petite croisière autour de la Terre. Avec un démarrage et des rêves comme ça ne peut que bien se passer. Hein, Erikson, qu'a été belle cette croisière. Oui, mais pas grâce à cet imbécile. Cet homme vient de mourir. D'accord, cet imbécile mort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Après ces 2 longs mois d'été et la rétrospective, je vous rappelle l'idée du truc. 5 Whovians, c'est-à-dire personnes plus ou moins fans de la série Doctor Who, tentent de la faire découvrir à 3 néo-Whovians. Nous avons passé les 3 premières saisons sans perdre personne, donc on est pas mal, la série ne doit pas trop mal leur plaire. Côté auditeurs et auditrices, avouons-le, nous avons eu des pertes, mais c'est le jeu, une série TV ne peut pas plaire à tout le monde, même le petit bijou qu'est Doctor Who. Pour les plus motivés, nous sommes là pour débriefer après le visionnage de chaque épisode sur ce qui en ressort pour les néo-Whovians et voir si la série relancée il y a 18 ans maintenant peut encore faire de nouveaux adeptes. Et si les sujets qu'elle traitait sont toujours d'actualité ou ont au contraire mal vieilli. Pour cette reprise, l'équipe est au complet. Je suis accompagné d'Eden, Mireille et Bob chez les néo-Whovians. Coucou les petits jeunes. Salut. Coucou le vieux. Bonjour tout le monde. Et côté Whovian, je suis accompagné de Doraline, Adèle, Maël et Pierre. Coucou les petits vieux. Pouette. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Ça va? Content de cette reprise? Oui. Ouais. Faut bien, le premier est douloureux, mais les autres, ça ira. Vous avez re-signé, c'est pour l'année. Hein. Oh non. Et du coup, on commence cette année par l'épisode spécial qui lance la saison 4, entre guillemets, parce que le premier épisode de la saison 4 est diffusé 3 mois plus tard quand même. Cet épisode, c'est une croisière autour de la Terre, The Voyage of the Damned. Je le dis tu le dis en mode Adèle. The Voyage of the Damned en VO, diffusé le 25 décembre 2007 sur la BBC. Il a été écrit par Russell T. Davies et réalisé par James Strong. Voilà, du coup, on va attaquer par votre mot et je commence aujourd'hui par Bob. Moi, ce sera une croisière inassouvie. Oh putain, merde. Mireille, ton mot. Je l'ai trouvé il y a environ 2 minutes 40 et j'avoue que je joue la facilité puisque mon mot c'est naufrage. Le mot du jour, ce sera oublié. Doraline. On va rester un peu dans la continuité, ce sera désespérant. Adèle. Long. Pierre. C'est con parce que j'avais préparé une superbe phrase, mais mon mot a été piqué par Bob. Donc je vais quand même la donner. C'est j'aurais pu dire incomplet, inachevé, mais je vais dire inassouvi comme un hommage. Et Maël. Alors, plus fort qu'oublié, plus fort que tous les mots qui ont été dit, mon mot c'est anecdotique. Oh, c'est fou ça. Et Cédric. D'accord, non, moi je donne jamais de mots, mais je suis choqué. Outragé. Voilà. Choqué, c'est le mot. Ouais. Choqué. Merci. On reviendra sur vos avis après le résumé aujourd'hui proposé par Adèle. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, ladies and gentlemen, Captain speaking. Bienvenue à bord du Retardis, welcome to Retardis.
Nous survolons actuellement la Terre à la période de Noël. Voici The Earth, It's Christmas Time. Vous pouvez profiter des festivités telles que le buffet, la danse ou les jeux d'argent. Please enjoy the food, the dance or the money money. Pour toute information, contactez nos hôtes célestes. Ne prêtez pas attention à leur dysfonctionnement, ce n'est qu'un problème de logiciel. If you have any question, ask the host. Don't mind if they are a little chelou, it's just a logiciel problem. Laissez-vous plutôt rêver à de nouveaux horizons, comme Astrid le fait si bien. Just dream about a better world like Astrid, our serveuse. Sur votre gauche, vous pouvez admirer des météorites se dirigeant droit sur le navire. On your left, you will see grosse boule en feu coming vers le ship. Après la collision, veuillez suivre le docteur et rejoindre le pont en compagnie d'un cyborg, des Vanouf, d'un faux historien, d'Astrid et d'un riche connard. When the meteorite boom, please follow the doctor and go on the pont with the cyborg, the Vanouf family, a fake historien, Astrid and a riche connard. Une fois la famille Vanouf décédée, oui, nous aussi on aurait préféré que Rickson tombe dans ce fichu ravin, fuyez les hôtes célestes. Information, vous allez tous crever. When the Vanouf family dies, please fuyez the host because they want to kill you. Information, die, motherfuckers. Une fois les personnages secondaires en sécurité, suivez encore le docteur dans notre soute dans laquelle vous rencontrerez Max Capricorne qui est PDG des croisières, mais surtout un chariot élévateur un peu énervé. When everybody is safe, follow the doctor and you will meet Max, the boss des croisières, but also a grumpy chariot élévateur. Nous vous invitons à présent à assister au sacrifice d'Astrid pour sauver le docteur. On aurait préféré encore que ce soit Rickson, grâce à un autre chariot élévateur. It's now time to see Astrid sacrifice to save the doctor with another chariot élévateur. It would have been meilleur if it was Rickson. Nous conclurons cette croisière par une visite de notre cabine de pilotage, toujours avec ce merveilleux docteur qui rencontrera Alonso pour redresser de justesse le navire avant qu'il ne s'écrase sur Buckingham Palace. To finish our travel, you can visit my cabin with our marvelous doctor and Alonso. They will show you how to save the world. Une fois le voyage terminé, vous pourrez retourner à votre véhicule, non pas sans informer Monsieur Copper des traditions terriennes. La France aussi est great. Our croisière is now finished. Don't forget to give Mr. Copper some earthy traditions. France is great too. Nous espérons vous revoir jamais dans nos vaisseaux. Allons-y, Alonso. Bye bye the doctor and allons-y, Alonso. Eh ben merci. Bravo. Parfait. Bravo. Chapeau Adèle, chapeau. Ton aglan est merveilleux. Ah, merci. J'ai tout donné. Et merci. Et merci à Doraine pour l'idée et à Mireille, avec qui nous avons écrit brillamment Les grosses boules en feu. Doraine. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Non. Oui. Non. On fera peut-être au montage, mais on pourrait dire que la fin de l'épisode a fait pchit pchit. The end of the episode is a cheap shit. Alors, on va écouter votre ressenti global. Et puis, du coup, je suis tellement pressé de l'écouter que j'ai envie de commencer aussi par Bob. Moi, j'ai factuellement rien à dire tellement que c'était long. J'ai trouvé l'épisode tellement long que plusieurs fois j'ai décroché, je suis même parti me faire à manger, j'ai mangé en même temps, enfin c'était vraiment très très long, j'ai eu l'impression de revivre le fameux épisode de la saison 1 des Morts Inassouvis, et très clairement je me dis que si toute la saison est de cette envergure-là, je vais arrêter. Mireille. Je rejoins Bob, l'épisode était très long, tant dans sa durée, parce qu'il durait, je crois, 1h15, que dans l'histoire en elle-même. Il y a quand même des personnages que j'ai beaucoup appréciés, il y a d'autres que j'ai détestés, mais globalement, c'est loin d'être le meilleur. Hélène. Sans surprise, je rejoins mes camarades pour dire que c'est un épisode qui est pas... comme j'ai dit, un peu oubliable, hein, parce que je l'ai vu il y a plusieurs semaines déjà, et j'ai quasiment oublié pas mal de choses.
Mais ouais, franchement, j'espère que la saison 4 est pas comme ça, parce que c'était un peu long dans l'histoire. Il y avait le personnage du milliardaire, j'avais envie de le claquer dès que je le voyais. Enfin, ouais, non, pas un épisode super. Doraline? Moi, je sais pas ce qui m'a pris parce que je me suis infligé ça 2 fois, voire même 2 fois et demi, carrément. Je vais reprendre mon mot, désespérant, cette grossophobie, ces épisodes spéciaux qui ont absolument rien d'extraordinaire, des effets spéciaux tout pétés, un méchant cliché au possible, enfin, on reviendra plus dessus quand on arrivera au personnage, mais encore une fois, je suis déçue de cet épisode spécial et il y avait rien d'extraordinaire, voire carrément des choses qui m'ont complètement énervée. Adèle? Eh ben oui, comme tout le monde, je l'ai trouvé extrêmement long. Alors moi je l'avais vu une première fois cet été, mais je sais pas pourquoi, il m'avait pas paru aussi long. Peut-être parce qu'on l'avait simplement regardé en mangeant, enfin sans me prendre la tête. Et là quand je l'ai revu du coup la semaine dernière, je me suis prise à 3 fois pour le voir. Et oui, c'est ça, trop long en fait. Je pense qu'il aurait fait la même durée qu'un épisode classique, je pense qu'il aurait été bien meilleur en fait. Et là, ouais, il y a des trucs qui servent à rien et c'est dommage. Pierre? Bah du coup, je vais aller dans le sens de ce que dit Adèle. C'est vraiment, je pense que le fait qu'il dure 1h15, un truc comme ça, 1h10, 1h15, bah je pense que c'est ce qui fait que l'épisode a du mal à être passionnant. Il serait sur 45 minutes, peut-être que on pourrait le sauver un peu, mais il y a beaucoup de temps perdu, beaucoup de moments où on sait ce qui va se passer, mais on attend juste que ça arrive. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de surprises. Et là où je vais surprendre, c'est que pour l'instant, c'est le meilleur épisode de la saison. Pardon? Bah, c'est le seul. Pour l'instant, Eden. Calme-toi. Maël? J'ai eu peur. Alors, ouais, pour ma part, je vais pas être hyper original pour le coup. C'est une sorte de Maxi Best-of de plein d'éléments qui font que c'est un très mauvais épisode de Doctor Who. C'est anecdotique au possible. Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois pas aux personnages. Je trouve que tous les personnages sont insupportables. J'ai tous envie de les claquer, de les mettre dans un four, je préchauffe le four à 380 degrés et hop, je les mets. C'est long. C'est aussi long que j'ai dû le voir 5 fois parce que j'ai dormi 4 fois en même moment. Donc c'est un peu comme regarder la trilogie du Hobbit, sauf qu'au moins la trilogie du Hobbit, il y a des trucs intéressants à voir. Mais donc il n'y a pas grand chose à dire parce que limite on aurait pu l'effacer, on fait Thanos, on claque des doigts et hop on l'efface et après on parle de bons trucs. Donc voilà pour ma part. Oh, c'est fou, je m'attendais pas à ce que vous soyez tous aussi négatifs entre guillemets sur. Alors tu vas peut-être sauver le truc. Une fois n'est pas coutume, est-ce qu'on pourrait avoir ton avis, Cédric? Alors déjà, je le mets clairement pas au même niveau que l'épisode 3 de la saison 1. Je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses à prendre sur cet épisode. Après, effectivement, il y a un peu du vu et du revu. Les effets, bon, c'est clair, ils sont pas ouf, mais je trouve qu'il y a quand même des personnages qui sont assez bien construits, qui peuvent être intéressants. Et ouais, je suis assez surpris en fait que vous soyez vraiment aussi négatif sur l'épisode. Alors clairement c'est pas le meilleur épisode de la série, c'est pas le meilleur épisode de Noël, alors effectivement par contre c'est le premier épisode spécial qui est aussi long. Les deux précédents ils faisaient 60 minutes, celui-là il en fait 72. Mais ouais, je suis assez étonné quand même que vous soyez vraiment, enfin ouais, c'est à vous écouter en fait, il y a rien à sauver sur cet épisode. On va essayer de le sauver un petit peu. Si, il y a le Je te générique. rassure, j'ai quand même des trucs positifs. Non, moi je te rassure, j'ai quand même des trucs positifs à dire un petit peu par-ci par-là quand même. Ok. Alors, bon bah déjà une nouveauté sur à partir de cette saison.
c'est qu'on va déjà découvrir l'avis des auditeurs avant nous de passer au débat. Ça nous permettra en fait, l'avis des auditeurs, de lancer un petit peu le débat. Comme les fois précédentes, on avait tendance à diffuser les auditeurs à la fin, et donc du coup, les avis étaient parfois un petit peu effacés parce que nous, on était déjà revenus sur le sujet, etc. Donc, on revenait pas trop dessus. Et donc, on va essayer de faire un peu plus de place aux avis des auditeurs parce qu'on est très content de les recevoir, ça nous fait plaisir. De temps en temps, on reçoit même des avis qui sont pas comme les nôtres. Donc, du coup, on est très content d'ajouter un 8e, voire parfois même un 9e avis au milieu des nôtres. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et donc, là, on va commencer par le premier avis, et c'est l'avis d'Emeraude. Coucou, je te fais un petit retour sur l'épisode de Noël. Si les passagers s'intéressaient un peu plus à la culture française, ils auraient su que c'était risqué de monter sur le Titanic, forcément qu'il va faire naufrage. Après, savoir pourquoi et comment, c'est une autre histoire. Le parallèle fait avec le paquebot terrien est fort. Un commandant de bord qui meurt sur son vaisseau, un naufrage de prévu, c'est assez prévisible, même si j'ai bien aimé l'histoire. On retrouve tous les clichés des films apocalyptiques, le couple de gentils, la serveuse, le gars qui est casse-pied tout le temps, le gars qui se sacrifie, le méchant qui voulait se venger de ceux qui ont repris sa société et le docteur qui sauve tout le monde. Il a la classe quand il dit qui il est et qu'il demande au casse-pied de service de se taire. Ah, j'aurais un truc à dire sur ce passage-là d'ailleurs. Pour Astrid, c'est triste et en même temps c'est une fin logique dont l'issue aurait pu être prévue. Par contre, je trouve qu'il y a une redite avec les autres, un recyclage des créatures de la planète du diable. Même si ce ne sont pas les mêmes créatures, ils restent programmés pour tuer, donc je trouve ça un peu dommage. Elle fait donc référence au Oud. Les effets spéciaux et les explosions m'ont fait penser au film Poséidon, mais aussi d'autres films catastrophes dans le même style, et j'aime bien les films catastrophes. Enfin, je suis déçu par le dénouement, je trouve qu'il est bâclé, j'aurais préféré une autre raison que l'ancien milliardaire qui veut se venger du chiffre d'affaires. Du conseil d'administration qui l'a viré et cette histoire de cyborg, même si on a le petit cyborg, je n'ai pas retenu le nom, c'est Banata Kafalata, qui arrive, je trouve que c'est amené de façon bâclée et à la va-vite. Donc dans l'ensemble, un épisode plutôt satisfaisant, mais un dénouement de l'histoire assez décevant. Voilà pour l'avis d'Emeraude. Est-ce que vous voulez répondre à cet avis ? Très complet son avis. Non, je suis assez d'accord sur certains points qu'elle a dit, à savoir que c'est un peu bâclé la fin. Le méchant, c'est un peu du vu et du revu. Et c'est des trucs comme ça, en fait, qui sont dommages et qui rendent l'épisode pas spécialement oufissime mais facilement oubliable, en fait, parce que ça rappelle quand même vachement de trucs qu'on a pu voir en termes de scénario, de construction, de péripéties, on va dire. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors, je l'avais déjà dit, j'ai pas su me rappeler quand, mais il me semble que c'est dans l'épisode de la fin du monde. Pour une série SF, je trouve ça super dommage que quand il y a un grand méchant, sa motivation, ce soit l'argent. Enfin, ça pourrait être tellement de motifs qui sortent un peu de l'ordinaire. À chaque fois, c'est dommage. Je suis d'accord. C'est vrai que je rejoins Emeraude sur le fait qu'il y a pas mal de clichés qui sont réunis dans cet épisode et que le dénouement il est assez quand même facile à voir venir, que c'est vraiment tous les éléments super communs de ce type d'histoire, donc il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Alors moi je vais pas réagir forcément en donnant mon avis, mais en confirmant la référence à Poséidon. Alors moi je connais pas trop, mais effectivement Russell T Davies a été influencé par l'aventure de Poséidon, et à la base le vaisseau devait se retourner totalement, mais cela n'a pas pu se faire à cause de contraintes financières. Voilà. Je croyais que tu allais dire à cause de la gravité. D'accord. Du coup c'est bien vu de la part d'Emeraude. Elle a une anecdote d'elle-même. Ouais, d'une manière générale, on ressent beaucoup que c'est très inspiré d'histoires venant des films de catastrophe, et je pense que c'est aussi pour ça que rien que de commencer de voir l'épisode, ça m'a gavé en fait. Donc ça reprend toutes les bêtises de ce genre d'histoire, les clichés, c'est les clichés de ce genre d'histoire, c'est rien qu'avec la présentation des personnages, j'en ai eu marre en fait, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas autant adhéré. Moi, je suis quand même content qu'on ait eu un avis qui soit un petit peu plus mitigé que les nôtres. Je t'en prie, ça me fait plaisir.
Et merde. Ah putain. Et bah du coup, je sais pas quoi dire. Ah bah bravo, tu l'as coupé en plein élan. Mais non, au moins, moi, ça me rassure, je suis pas tout seul. Très bien. Eh ben, on va... Est-ce que je peux Oui. vous inviter à imaginer une discussion entre les serveurs et Chanto. Chan, bonjour, comment t'appelez-vous? To, information. Je suis Un enfer. blablabla. T'as pas envie de Ça, proposer c'est- tes services pour la saison 15 de Doctor Who, Bob? Chan, pourquoi pas? To, information. Non, ce n'est pas possible. Vous avez 3 questions. Je crois que c'est une certaine idée de la mort d'imaginer ça. Ah, dis-toi que je me suis tellement fait chier devant l'épisode que du coup je me suis fait tout un tas de scénarios comme ça et je me suis recréé un épisode dans la tête. Qui était, Ah, qui et est-ce était qu'il bien, était du coup bien cet épisode? Franchement, mieux que l'original. Très bien, on continue avec un second avis. C'est l'avis de Pandora. Bonjour la team Retardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, j'ai pu regarder l'épisode avant votre enregistrement, alors j'en profite pour vous envoyer mon ressenti. Cet épisode est passé pour moi sous le signe de la déception. Déjà, j'ai failli le louper, mais grâce au conseil avisé d'un expert, j'ai pu regarder l'épisode 10 de la saison des épisodes de Noël avant l'épisode 1 de la saison 4. Merci Pluto TV pour la logique et merci Cédric pour tes conseils. Ensuite, comme toujours dans Doctor Who, pour un épisode de Noël n'est pas très joyeux. Ma première grosse déception, le résumé de Pluto TV laissait entendre que Kylie Minogue en personne rencontrait le docteur. Mais non, elle ne jouait pas son propre rôle, mais celui d'Astrid, une jeune serveuse, mi-groupie, mi-Wonder Woman, remi-groupie derrière. Car oui, elle était obligée de tomber sous le charme du docteur, et pour une fois le docteur semblait aussi charmé par la demoiselle. Mais ce n'était pas Kylie Minogue, ça aurait été quand même sympa, genre pour une fois c'est le docteur qui est fan de sa compagne. Il a tous ses CD, il a été à ses concerts, il connaît ses chansons par cœur. Mais non, tant pis. Seconde déception, l'épisode en lui-même. Quand on a fini la saison 3, je pensais vraiment qu'on aurait un épisode sur le légendaire Titanic. Mais non, on se retrouve dans l'espace sous la menace d'un vilain Capricorne. Même si on reste sur l'idée d'un naufrage orchestré par un cyborg, le rendu n'est pas le même. D'ailleurs, quand on a vu le personnage à roulette apparaître, j'ai cru au retour de Dalek mouillé. Mais non, encore une déception. Beaucoup de bruit et de cris pour pas grand-chose. Le début de l'histoire était mignon, la rencontre du docteur et de la serveuse, la visite sur Terre, le cyborg rouge. Me demandez pas de prononcer son nom, j'en serais incapable. Mais après les autres qui passent en mode tueur comme une armée de clones dans Star Wars, bof bof. C'est devenu intéressant quand les personnages ont commencé à se sacrifier les uns après les autres pour que le docteur arrive à sauver le monde. D'abord le hérisson rouge qui décharge sa force magnétique pour mettre KO les méchants. Ensuite, la grosse dame qui rejoint son mari dans les méandres de la boule de feu, entraînant avec elle un autre. Et enfin, la blondinette qui sauve le docteur avant de devenir poussière d'étoiles. Et la quatrième déception, la blondinette ne montera jamais à bord du TARDIS. Elle ne verra jamais combien il est bien plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Son sacrifice a été le plus touchant de tous. C'est dommage, je l'aimais bien moi cette blondinette. Elle aurait fait une chouette compagne pour le docteur. D'ailleurs, la scène qui m'a le plus touchée, c'est cette scène où le docteur renonce à la sauver. Elle le supplie de l'empêcher de tomber, et il a cette phrase magnifique « Vous ne tombez pas, vous volez ». Et la suite, la fenêtre qui s'ouvre et les particules de la serveuse qui s'envolent vers l'infini. J'ai presque failli verser ma larme. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, je vous envoie des bisous, mais toujours de loin. A plus la team Retardis. Dalek mouillé approuve ce message. Et voilà, merci beaucoup Pandora pour ton avis. Alors, est-ce que vous avez des réponses pour Pandora ? Je trouve qu'elle a soulevé un truc super intéressant. Si Kylie Minogue avait été Kylie Minogue dans l'épisode, ça aurait été génial. Et du coup, ça me donne envie de voir des épisodes futurs où t'as une star, du coup, dans notre monde, qui joue son propre personnage dans la série. Ce serait super cool. Ouais, Ce je suis serait d'accord. excellent. Ouais. Jusqu'à maintenant, en général, les seuls qui sont, qui sont eux-mêmes, en fait, c'est les journalistes, quoi. Enfin, qu'on peut voir, les journalistes de la BBC que tu peux voir dans les programmes télé, quoi. Super, grosse star, quoi. Les journalistes, en général, c'est classique dans les films et séries qui reprennent leur rôle. Et t'allais réagir, je crois, avant que je parle des journalistes, non ?
sur son avis? Ah, je disais juste que ça aurait pu être... ça aurait été marrant de voir comment aurait été Astrid en tant que compagne. Je suis bien d'accord. Et j'avais noté d'ailleurs que ça aurait été pas mal, sans comparer, après Rose et Martha, parce que c'était une compagne qui n'avait aucune attache, enfin, qui a dit en tout cas au docteur qu'elle avait aucune attache ailleurs. Et ça aurait été intéressant de voir comment elle se comportait, parce que elle, pour le coup, autant Rose et Martha, elles pouvaient avoir des contacts, Rose avec sa mère, Martha avec toute sa famille, et que Astrid, pour le coup, elle en aurait pas eu en dehors du docteur. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas prise, vu qu'elle a aucune attache, ça aurait été trop difficile de s'en débarrasser après. Non. Ouais, tu la faisais mourir, hein. Tu sais, ils le font bien. Elle a bien été dans cet épisode-là, ça pouvait être dans 10 épisodes. Hein. Par contre, question Love Interest, à mon avis, on aurait été servi. Hein. Ah ouais. Oui, bah, c'est pas faux. J'aime beaucoup ce Love Interest créé sur 2 bouts de papier. Bah après, vous aviez apprécié aussi le Love Interest qu'il y avait dans l'épisode avec Madame de Pompadour. Ça aurait pu prendre cette tournure-là. Ouais, mais avec Madame de Pompadour, il y a un truc qui se crée, il y a une intensité, il y a un truc qui est touchant. Là, pour moi, ça sort un petit peu de nulle part. Hein. Ouais, et la Astrid, faut s'en méfier parce qu'elle discute 2 minutes avec Banaka Falata. et ça Ils y sont est, ils sont fiancés. fiancés, donc bon. Hein. Elle est un peu volage, c'est ça que tu veux dire? Elle s'engage très vite, je trouve. Mais après, pour en revenir à la vie de Pandora, je trouve qu'elle nous a quand même servi tous les ingrédients qu'il faudrait pour rendre cet épisode bien meilleur, parce qu'en fait, Kylie Minogue dans son propre rôle, un épisode sur le Titanic, mais sur le légendaire Titanic, et le retour de Dalek mouillé, du coup, ça me vend du rêve. Et tout ça en 45 minutes, Ouais. on était bon. Puis j'aurais bien aimé voir le docteur qui écoute dans le Tardis les albums de Kylie Minogue. Hein. Bah, ça aurait été marrant qu'il l'écoute. Du coup, je vais pouvoir le caser parce que ça, je l'avais noté sur l'iPod de Cassandra. Oui, le jukebox qu'elle appelle iPod. Non, parce que j'avais noté que c'est quand même un épisode où c'est l'occasion de mettre pas mal de musique de Noël. Il y a même un moment, il me semble, où il y en a une, elle est pas chantée, mais elle est mentionnée par le capitaine. Alors je sais pas comment c'est en français, mais c'est Douce Nuit, Silent Night en anglais. Et pour le coup, il y a une chanteuse dans l'épisode, et comme ça a déjà été dit, elle chante même pas, alors que ça aurait été marrant que... Tiens, ça aurait été marrant carrément que Cassandra revienne et qu'elle fasse un duo avec Cassandra. Toujours plus, quoi. Alors, du coup, on va pouvoir passer... Attends, je voulais juste rebondir sur un des trucs de Pandora pour donner une nouvelle anecdote. Oh là 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 là. Elle est on fire. Puisqu'elle parlait du fait qu'elle était un peu déçue que le personnage d'Astrid meure, eh bien, figurez-vous que elle ne devait pas mourir. Mais sa mort a été nécessaire pour la suite de la carrière musicale de Kylie Minogue. Voilà. Cette anecdote est terriblement drôle. Hein. C'est terrible, mais c'est hilarant juste à la lire, en fait. Je me remets pas de cette anecdote. Parce que en plus, donc vas-y. Je comprends pas pourquoi c'était nécessaire à la suite de sa carrière musicale. Parce que je pense qu'elle voulait se consacrer à sa carrière musicale et que s'il y avait encore son personnage vivant, ça voudrait dire qu'elle pourrait revenir dans la série et donc elle serait bloquée. Donc c'est plus pour se libérer du temps. Peut-être qu'elle serait restée et en fait elle pouvait pas se permettre, je sais pas, c'était un truc dans le genre, je pense. Voilà. Du coup, capoute. Et en même temps, ce qu'il y a de bien dans Doctor Who, c'est que si un jour elle veut revenir, elle pourra quand même. Bah oui, de toute façon, il voyage dans le temps, donc il peut très bien aller la rechercher avant qu'elle monte dans le Titanic. Ah, mais du coup, ce qui se passe dans le Titanic ne se passerait plus comme ça s'est passé. C'est vrai. Donc ça casserait tout. Et il n'y aurait pas eu de bisous. Ah. Et ce serait justement ça le truc de l'épisode, tu vois. Et du coup, l'épisode serait bien, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Il nous referait l'épisode du Titanic, mais en version bien. Oh. Bon, alors, je me prépare. Tel Jon Snow face à vous tous pour défendre cet épisode. Oh là là. Enfile ton armure. Parce que franchement... c'est pas qu'une armure qui lui faut. Je pense qu'il y a quand même des choses à sauver sur cet épisode. Alors, on t'écoute, hein. Je suis non, tout oui. C'est vous qu'on va écouter.
Allons-y, Alonso. Qu'est-ce qui est... Alors, effectivement, oui, il y a bien... ça, je le savais de toute façon que ça ressortirait pendant cet épisode, et je suis fort d'accord. Le couple Vanoff qui a pas mal de raillerie et donc grossophobie à fond. Donc ça, je suis d'accord, ça c'est assez catastrophique. On va dire qu'en fait, moi je pense que cet épisode, je pense qu'il est pas mauvais. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont vieilli, qui ont mal vieilli au final. Parce que voilà, hein, en 2007, on n'en était pas peut-être à ce point-là de surveillance à ce que vraiment tous les gens soient bien traités, entre guillemets, toutes les populations soient bien traitées dans une œuvre, etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, à mon avis, à cette époque-là, c'était sûrement moins regardant. Mais clairement, ça, pour moi, ça a mal vieilli. Bah, après, je sais pas, parce que, dites-moi si je me trompe, mais il y a que Rickson qui fait des blagues grossophobes, je crois. Et du coup, pour moi, le fait qu'il fasse ça, bah, en fait, ça le rend encore plus détestable. Et en fait, ça fait partie du personnage. J'ai pas vu ça vraiment comme, du coup, de la grossophobie, genre où tu fais, où c'est même pas une blague, en fait. Tu vois, là, en fait, c'est juste le gars, il est insupportable. Ça fait partie de son personnage qui le rend complètement détestable et qui joue aussi, du coup, avec, à la fin, où Copper lui dit vous auriez peut-être pas eu envie de sauver celui-là, mais bon c'est comme ça en gros quoi, on choisit pas qui vit et qui meurt quoi. Et du coup, alors est-ce que c'était nécessaire dans l'épisode, j'en sais rien, mais je sais pas si je saurais pas dire si ça a vraiment mal vieilli, parce que pour moi ça fait juste partie du personnage pour le rendre encore plus con quoi. Je sais pas d'autre mot, en fait. Chercher un mot élégant, mais... Il y en a pas. Non, c'est pas le seul. Parce que justement, au début où on les voit, quand le docteur les rencontre, en fait, ils sont déjà la cible de raillerie d'un groupe de personnes à qui justement oui, le vrai, docteur ouais. il balance, il fait balancer Mais justement, t'as le côté où c'est les gros richos, comme dans l'épisode 2, là. Et je trouve que, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était fait d'une manière où ça les rendait, c'est ça, détestable, et qu'on n'avait pas envie d'être comme eux, et en fait ça rendait le couple attachant, en fait. On se dit, non mais c'est abusé ce qu'ils subissent, c'est pas bien, tu vois. Oui, ah bah oui. Alors, je suis pas certaine que le couple ait eu besoin de ça pour être attachant, parce que, alors, il y a pas beaucoup de scènes qui leur sont consacrées, mais j'en ai une en tête où, honnêtement, j'ai fondu. Et je suis pas certaine non plus que pour rendre un personnage détestable, il faille absolument qu'il ait ce genre de critique. Enfin, pour moi, il y a beaucoup d'autres manières d'amener ça, et Oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est qu'ils cliché, sont allés en vraiment fait. au bout du bout. Oui, c'est ça, c'est cliché, Voilà. quoi. Après, c'est la manière dont ils ont fait pour le rendre détestable, quoi. Mais Et que il y va vraiment comme un bourrin, quoi, tu vois, c'est même pas un minimum bien tourné de manière à ce que ce soit vraiment pas énervant, forcément que ce sera énervant, mais là pour le coup, à la fin, dès qu'il ouvrait la bouche, moi j'avais juste envie de casser la télé, quoi. Je suis assez d'accord avec Doraline, je pense pas qu'il y ait besoin de cette grossophobie pour le rendre détestable. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à pas trop apprécier les personnages de gros richos qui se croient au-dessus de tout le monde, mais rien que du coup cette condition-là du gars à bord du Titanic, riche à max, il rappelait déjà assez bien le personnage de l'autre riche à max dans Titanic, je sais plus comment il s'appelait, enfin dans le film. Il était déjà très antipathique de base en fait. Il n'y avait pas forcément besoin de cette grossophobie-là pour accentuer le trait en mode détestez-moi quoi. Bon, c'était pas forcément nécessaire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin et d'être aussi... Ouais. Moi, je trouve que au-delà du personnage qui est détestable, je trouve que son écriture l'est tout autant, dans le sens où le personnage est trop... c'est too much, quoi. Enfin, je veux dire, il est pas intéressant. C'est beaucoup trop, ça le rend absolument pas crédible. Et du coup, c'est presque con, mais de voir un gros richos, pour reprendre ton expression, Mireille, avec aussi peu de manières et d'élégance, ça le rend juste une grosse chiasse, en fait. Et absolument pas intéressant. Ouais, il y a pas assez de demi-mesure, en fait, dans son personnage, quoi. C'est ça, il est pas assez construit, il a pas de profondeur, il a pas de background, et du coup, c'est dommage parce que
il y a des personnages qu'on déteste, mais qu'on aime détester, et je trouve que c'est ceux qui sont bien construits. Là, on le déteste juste, et sans plus, en fait, il est détestable et chiant. Littéralement chiant. Et en plus, il a même pas la décence de mourir, alors il y a vraiment rien pour lui, quoi. Ça, c'est un crime contre l'humanité qu'il ne meurt pas. Il a l'audace de survivre, le con. Pendant tout l'épisode, t'as limite là. Tu attends, tu te dis, ouais, bah allez, c'est un épisode spécial de Noël, le gars il va se retourner, entre guillemets, il va retourner sa veste, à la fin il sera sympa et tout, et puis au final, bah non, effectivement, ça ne change pas. Bah moi perso, ce que j'ai attendu tout l'épisode, c'est qu'ils crèvent, hein, parce que tu les vois en vrai, ils crèvent les uns après les autres, genre tous ils meurent, et il y a que et ce ça t'a con pas là paru qui évident survit. que ce serait lui qui en ressortirait? Bah je sais pas, j'avais espoir en l'humanité et au scénariste de Doctor Who, mais ça m'apprendra. Non, mais normalement, dans ce genre d'histoire, ce genre de personnage, il meurt assez rapidement. Et je trouve qu'en fait, on peut, par rapport à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait ce genre de choses, que ce soit par exemple la grossophobie, que le méchant, entre guillemets, la seule motivation du méchant, ce soit l'argent. Mais je trouve qu'en fait, à ce niveau-là, sur tout l'épisode, la seule chose qui peut en ressortir, c'est à quel point en fait l'argent est mauvais, quoi. Puisque au final, le gros richos, c'est celui qui est détestable pendant tout le long. Ce qui motive le capitaine de marcher dans la combine, c'est le fait qu'on lui ait donné de l'argent pour sa famille. Ce qui motive Max Capricorn, c'est le profit aussi. Au final, c'est clairement ça qui ressort de cet épisode-là, en fait. L'argent, c'est mal. Bah C'est justement, exactement moi, ce ça que fait j'allais partie dire. des choses qui m'ont dérangé parce que, en soi, pour moi, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent. Tu peux avoir une attitude qui est détestable vis-à-vis des autres, mais le fait d'avoir de l'argent n'est pas détestable, enfin, selon moi. Et du coup, bah, pareil, c'est quelque chose qui m'a autant agacé que le reste. Enfin, bon, de toute façon, je vais pas être objectif. Je pense que je vais le lyncher du début à la fin. C'est l'un des épisodes que j'ai le plus détesté jusqu'à maintenant. Probablement, je me demande même si je l'ai pas plus détesté que Les Morts Inassouvis. Donc, Ah ouais. D'ailleurs, t'as toujours pas mis le bingo, hein, ça fait au moins 3-4 fois. Attends, Là. 3 fois. Ouais, il y a le bingo déjà. Merci. Et après, factuellement parlant, la saison 3 était extraordinaire. Et commencer la saison 4 avec cet épisode spécial tel que qui m'a rappelé tout ce que je pouvais détester au début dans cette série, ça me laisse très songeur pour la suite en fait. Oh, ne le sois pas. Promis, c'est mieux. Oui, ce sera, quoi qu'il arrive, ce sera toujours mieux que ça. Ah bah franchement, c'est pas possible de faire pire parce que alors là, ça voudrait dire creuser quoi. J'ai même un avis si tu veux. Je sais pas si tu te souviens, dans les avis de la rétrospective, il y avait l'avis d'Anne-Laure qui avait détesté quasiment toute la saison 3. Et je lui ai dit de tenir bon au moins jusqu'à la saison 4 parce que c'était vraiment une saison qui valait le coup. Et que généralement, enfin voilà, c'était quelque chose qui ressortait de la part de tout le monde. Et elle m'a confirmé aujourd'hui qu'elle avait adoré la saison 4. Comme quoi, même quelqu'un qui a détesté la saison 3, alors que toi tu as apprécié la saison 3, eh ben a aimé la saison 4. J'ai adoré la saison 3. Parce que tu n'as pas encore vu la saison 4. Voilà. Mais est-ce qu'elle a aimé l'épisode spécial hein? Après, moi je trouve qu'en fait, on va essayer de rester sur le positif de cet épisode-là. Je suis sûr qu'on peut en trouver. Alors, très légèrement alors. Le couple, clairement, oui. Donc, ils sont trop mimes. Ouais. Oui, déjà, oui, ils sont mignons. Oui. Tu vois, j'aurais préféré que ce soit eux qui survivent et pas l'autre couple. Donc Bob, je te pose même pas la question. Toi, tu n'as rien de positif dans cet épisode. Si, il y a quelques éléments, mais tu vois, même le couple qui effectivement est mignon, j'ai trouvé que c'était trop, il n'y avait pas de contraste, au final, c'est ce que je reproche en grande partie à cet épisode, le manque de contraste. Oui, que chaque personnage en fait a sa place et il en sort pas en gros. Enfin... Exactement, et il n'y a pas du tout d'altération sur les personnages. S'ils sont gentils et mignons, et ben, il le reste du début à la fin, il n'y a même pas une once d'agacement, et clairement, c'est le genre de personnage que je trouve ennuyeux à mourir, parce que ce qui fait la beauté, je trouve, chez les gens, chez une personne, c'est justement les contrastes qu'il peut y avoir dans ce qu'elle fait de bien ou de mal. Et là, de voir aucun personnage qui n'évolue, à l'excepter d'un seul peut-être, bah, j'ai trouvé que c'était pénible à voir pendant 75 minutes. Le professeur.
J'ai trouvé qu'au début, il était... Alors c'est peut-être les seuls passages que j'ai trouvé hilarants d'ailleurs, quand il avait une vision de ce qu'était la fête de Noël sur Terre complètement à côté de la plaque. Et je me suis dit, en fait, on a peut-être la même vision complètement à côté de la plaque quand on fait de l'archéologie ou des choses comme ça sur ce qui s'est passé sur notre propre planète il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et je me suis dit, s'il faut, on est peut-être complètement à côté de la plaque sur tout un tas de sujets aussi, et j'ai trouvé ça un peu drôle. Et puis son évolution jusqu'à la fin donner une petite leçon de philosophie au docteur, je l'ai trouvé du coup plutôt intéressant ce personnage. Mais honnêtement, c'est tout. C'est vrai. Eh bah du coup, tiens, j'ai envie de passer le passage. Chaque fois, je dis passer le passage. Passe le passage. Donc je vais diffuser l'extrait. Magnéto Serge. Si c'est rouge, venez par ici le plus vite possible. Voilà votre verre. Et moi, je vous emmène sur Terre. Suivez-moi. Enfin. Si c'est rouge, départ imminent. Si c'est rouge, plus un. Ah, très bien, monsieur. Je vous prierai de vite prendre des bracelets de téléportation. Je vais me faire envoyer. Votre rêve se réalise. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je me présente, monsieur Copper, l'historien de ce paquebot. Je vais vous conduire dans la vieille ville de Londres, dans le pays nommé GB. Elle est gouvernée par les bons rois mages. Les êtres humains adorent un dieu appelé Père Noël, une énorme créature avec de grosses griffes, ainsi que sa femme Marie et son fils joyeux. À chaque réveillon de Noël, le peuple anglais déclare la guerre aux gens d'Inde. Et ensuite, pour le repas de Noël, ils mangent les gens d'Inde comme des sauvages. Excusez-moi, pardon, mais comment savez-vous tout ça? C'est simple, j'ai un diplôme universitaire de théronomie. D'une très grande université, sûrement. Je me demandais comment c'était traduit, du coup, les gens d'Inde, parce qu'en VO, c'est Turkey, du coup, donc la Turquie, puisque en anglais, D'accord. Turkey, c'est d'Inde. Donc je me demandais comment ils avaient fait pour traduire ça en français. Et bah, une fois n'est pas coutume, la VF est plutôt sympa. Oui, ça c'est un truc qui a été bien traduit, ça. Eh oui. Et le passage est plutôt drôle. Enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être le seul passage que j'ai trouvé un peu drôle. Et honnêtement, c'est très vite retombé parce que du moment où ils descendent sur Terre et que je m'attends à ce que justement on continue dans ces espèces de clichés un peu à côté de la plaque, et ben en fait, il se passe rien. Et boum, le soufflet retombe. Oui, c'est vrai que sur Terre, quand ils vont sur Terre, il se passe vraiment pas grand-chose. Bon, et puis ils y restent pas longtemps. Et puis ça sert à rien pour l'histoire. Je m'étais posé la question, je l'avais posé la question à Mireille, et j'étais genre, mais en fait, cette scène, elle ne sert à rien. Parce qu'au début, je crois qu'on l'avait mis dans le résumé, mais il fallait qu'on cut pour que ce soit plus court. Et je suis genre, bah ça, en fait, ça n'apporte rien au scénario, donc... La seule chose que ça apporte, c'est histoire de faire un rappel sur les deux précédents Noël, que la Terre, entre guillemets, on a un peu ras-le-bol, que pour l'instant, et le docteur qui dit il va rien se passer, la reine, entre guillemets, qui reste à Londres pour montrer qu'elle risque rien, et puis au final, elle se retrouve à la fin de l'épisode à devoir courir à l'extérieur en pantoufles parce qu'il y a le Titanic qui fonce sur Buckingham, quoi. Donc... Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Non mais c'est pareil, quoi. Encore rien qui va dans cette phrase. Ça a l'air sympa de passer Noël à Londres. Mais effectivement, ouais, c'est sympa, donc, ouais. En dehors de ça, et puis peut-être construire un peu plus le personnage d'Astrid, qui est émerveillé en fait de découvrir la Terre, un nouveau monde, une nouvelle planète, etc. Alors qu'elle est serveuse dans un paquebot quand même, hein, donc dans un paquebot qui voyage par définition. Mais au final, comme elle ne quitte même pas le paquebot, en fait, oui, voilà. Elle voyage sans voir en fait là où elle va. Donc voilà, je pense que c'est peut-être la seule utilité de cette scène. Ouais, et puis tu vois, bah du coup quand tu dis ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça m'a fait penser, ce genre de paquebot, ça m'a fait penser aux personnes qui font des croisières, les croisières qui durent 14 ou 15 jours, et puis au final ils passent dans 27 pays différents, mais ils y restent à peu près 4 minutes. Je trouve que c'est dommage parce que t'as pas du tout le temps de profiter du pays, de le découvrir. Si c'est juste pour dire ah bah voilà, j'ai visité tant de pays, bah tu fais une croix sur une carte et puis voilà, tu dis que tu y es allé, t'as pas besoin de prendre le bateau, quoi. Là ils font rien en plus. Ouais, il s'arrête jamais le Titanic. Non. Bah il doit bien s'arrêter pour à moins que les gens
J'allais Enfin, dire, oui, si, j'allais dire ça transplane, mais c'est pas la bonne, c'est pas le bon truc. Mais pour que les gens se téléportent, à moins que les gens se téléportent, mais sinon il faut bien qu'ils s'arrêtent à un moment quelque part pour en faire descendre une partie et en récupérer d'autres. Donc pour toi, rien de plus à sauver, Bob. Eden, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu trouverais à sauver sur cet épisode? Pas non plus grand-chose, il y a quelques trucs sympas, oui, la rédemption du faux professeur, le couple, c'est vrai que j'aurais adoré qu'ils survivent parce qu'ils sont quand même mignons, mais voilà, non, franchement, pas grand-chose à sauver, je trouve. Après, voilà, désolé. Mireille? C'est mon côté fleur bleue, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le personnage d'Astrid. Parce que je la trouve toute mignonne, elle est attendrissante, elle est adorable. Voilà, et donc j'ai aussi beaucoup aimé le petit cyborg. Désolée, je me souviens plus de son nom. Vas-y, fais-le, Cédric, s'il te plaît. C'est Bana Kafalata. Merci. Lui. Avec C.A. Donc en fait c'est toute cette petite bande là que j'ai bien appréciée, donc Astrid, le couple, le cyborg, le professeur et le docteur, mais sinon et Alonso aussi que j'ai bien apprécié, mais sinon le reste Merci, ouais. enfin quelqu'un qui parle d'Alonso. Ah, j'ai trouvé mignon, mais tu vois lui au début je croyais que ça allait être lui le méchant au moment où il fait sortir l'équipage de la salle et que lui il reste et il regarde le capitaine un peu méchant. Je me suis dit c'est lui qui va mettre la zizanie, et en fait non, pas du tout, au contraire c'est lui qui sauve le truc, donc un bon personnage j'ai trouvé. Mettre la zizanie, expression non entendue depuis 1990. Oui, j'essayais de rester polie, veuillez m'excuser mamie. Adèle? Bah oui, comme les autres, bah ouais, les historiens j'aime beaucoup. Il y a un passage qui m'avait fait bien rire, alors j'ai plus du tout en tête ce qu'il dit exactement, mais je crois que c'est quand il raconte Noël au docteur, et le docteur il le regarde genre mais il dit n'importe quoi, puis je crois qu'au bout d'un moment il lui dit genre ouais non en fait c'est vrai, parce que moi je crois que c'est quand il raconte les 2 derniers Noëls, je crois que c'était chaotique, et puis au bout d'un moment il lui dit ouais non en fait j'avoue tout ce qu'il dit il a raison en fait. Mais non, c'est Noël c'est une fête de Et joie, oui, c'est une fête d'amour. Mais qu'est-ce que je raconte? Tous mes Noëls ressemblent à ça. Mais oui, voilà, c'est ça exactement, cette scène là m'a fait beaucoup rire. Et puis oui, le couple, j'aime bien aussi. Effectivement, comme disait Bob, c'est trop blanc, trop noir les personnages, mais si on les prend séparément, bah c'est vrai que le couple est assez sympa. Je trouve que bah c'est pareil, ils ont des côtés assez mignons et assez drôles en fait, qui remontent un petit peu l'épisode, quoi. Qui fait qu'on sourit quand même de temps en temps en regardant l'épisode. Noranine? Je vais globalement rejoindre tout le monde. Qu'est-ce qui est sauvable et qui a sauvé l'épisode pour moi? Du coup, le petit couple, je l'ai déjà dit, trop mignon. Je suis pas, j'ai pas trop d'avis concernant ce qu'a dit Bob sur le fait que eux aussi soient tirés à l'extrême. Enfin, moi, voilà, sans eux, l'épisode aurait été un vrai calvaire, donc je l'ai trouvé parfait. Et puis, du coup, Banaka Falata, que j'ai trouvé étrangement attachant pour un personnage qui a une voix aussi aiguë et qui ressemble autant à Hellraiser, donc je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Elle ressemble à quoi? Qui? À Hellraiser. C'est quoi ça? Un truc d'horreur. C'est un bonhomme avec des clous qui lui D'accord, sortent du c'est pour visage. ça que je connais pas. Du coup, il me l'a rappelé un peu. Ah ouais, vous avez bien que tu aimé dis, ce petit arrogant. Ouais. Ah bah tiens, Bob, parce que ça, c'est une question de Louis. Sur Instagram, qui m'a dit « J'ai hâte d'avoir l'avis de Bob sur le hérisson ». C'est qui le hérisson? C'est Banaka Falata. Attends, je sais même plus le dire, je l'ai plus sous les yeux. Banaka Falata. Moi je l'ai pas sous les yeux. Banaka Falata. Je sais plus si c'est K ou le Fa avant. En toute franchise, le passage, il y a un deuxième passage qui m'a beaucoup fait rire dans cet épisode. En fait, c'est les deux seuls, si je suis honnête. Bon, j'ai dit ça pour le premier, donc il y a peut-être quelques passages qui m'ont fait rire au final dans l'épisode. C'est le passage où le doc lui dit je peux vous appeler Bana, et qu'il lui répond non. Je me suis dit mais quel petit prétentieux. Oh, en même temps, je comprends, hein. T'as pas envie qu'on écorche ton nom juste parce que c'est trop relou à dire, tu vois. Genre, ils sont pas potes, quoi, c'est bon. Est-ce que je peux vous appeler Bana? Non, c'est Banaka Falata. Non mais tu vois, c'est comme si Adèle, on lui demandait si on pouvait l'appeler Ada.
Oui, non, mais il y a des limites. Mon prénom est quand même suffisamment court. T'as pas besoin de le réduire davantage, tu vois. Donc du coup, pas plus d'avis que ça sur Banaka Falata, Bob. Ouais, non, je sais pas forcément plus à dire. Très bien. Maël, est-ce que tu trouves quelque chose à sauver sur cet épisode? Alors, pas forcément à sauver, mais au moins j'ai pu émettre un léger sourire qui m'a permis de rendre ce moment désagréable un petit peu agréable. Un peu comme si je me mettais pendant 10 secondes dans un pouf. J'aime beaucoup, ça c'est un bien grand mot. Mais le personnage d'Alonso, je le trouve plutôt, je le trouve sympathique. Et ouais, le couple aussi, je le trouve plutôt mignon. Mais c'est pas des trucs à sauver, l'épisode reste autant mauvais malgré leur présence, mais au moins ça a permis d'avoir un léger sourire pendant 10 secondes. Et encore 10 secondes, j'exagère un peu. Pierre? Un rictus tout au plus. Moi, le personnage qui m'a le plus plu dans cet épisode, c'est justement, c'est aussi pour ça que j'aurais bien aimé qu'elle reste après, c'était le personnage d'Astrid. Parce que elle apportait... c'est comme souvent, à chaque fois qu'il y a des personnes qui gravitent autour du docteur, elles essayent d'avoir des informations sur lui, elles essayent de comprendre comment il fonctionne. Et pour le coup, alors je vais pas forcément penser au côté love interest, mais j'ai pensé au côté interaction entre le docteur et elle, et je trouvais que ça collait pas mal. Très bien. Comme Pierre a parlé d'Astrid, on peut peut-être aborder Astrid, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, je crois. On va en parler, mais alors moi, effectivement, quand même, je vais dire un peu ce que je trouve qui sort un peu du lot. Alors, effectivement, il y a le personnage de Monsieur Copper qui est plutôt marrant et attachant. Banaka Falata, je l'aime bien. Je le trouve marrant, moi, en fait, parce que justement, alors déjà, la voix stridente, effectivement, elle peut être agaçante au bout d'un moment. Mais même en dehors de ça, je trouve qu'elle est assez... je trouve que le personnage, il est marrant. Après, il est marrant et en plus, voilà, quoi, au final, c'est lui qui se sacrifie. En fait, on a 2 sacrifices qui arrivent quasiment en même temps. Hein. Les 2 premiers décès sont des accidents, entre guillemets. Comment ça s'appelle comment on appelle ça? Le membre d'équipage qui, en ouvrant la porte, se fait aspirer à l'extérieur, et le mari, donc c'est Morvin Vanoff, qui lui chute en fait par une passerelle en fait qui s'écroule. Donc ça, on peut dire que c'est 2 accidents. Après, il y a les 2 sacrifices qui se suivent, qui sont Banaka Falata pour tuer, on va dire, tous les autres qui sont autour, et donc cette fois Fun Vanoff qui elle emmène le dernier hôte qui est face au docteur. Donc voilà, j'aime bien le sacrifice de Banaka Falata, je trouve assez mignon, même l'échange qu'il y a avec Astrid, voilà, je trouve ça assez mignon. La demande en mariage, tu veux dire? Ouais, la demande en mariage, elle était marrante. Et Alonso, moi je trouve que l'air de rien, en fait, si je trouve que peut-être s'il y a une histoire après celle d'Astrid qui est très intéressante, c'est celle d'Alonso, parce que voilà, c'est un aspirant donc qui est sur son premier voyage, qui se retrouve vraiment dans une merde, hein, le premier jour de boulot. Tu te dis putain, les boules, quoi. Fais chier. Ça fallait que ça me tombe sur la tronche. Enfin voilà, je trouve que c'est un personnage. Alors après, oui, on s'attarde pas plus que ça sur lui, on va dire sur son background. Mais j'aime bien son personnage parce que, il le tient bien, je trouve. Pendant tout le long, le moment où il a l'échange avec la cuisine avec une des cuisines, c'est lui qui remonte au docteur quand même, qui a un problème avec les autres. Je trouve que c'est un personnage assez important et l'air de rien intéressant. Et au final, jusqu'à ce que Mireille en parle, en fait, ça m'a donné l'impression qu'au final, vous étiez justement
axé vraiment sur ce qui se passe juste avec le docteur, en fait, juste sur ce qu'on voit avec le docteur, en oubliant qu'au final, bah voilà, il y a quand même des choses qu'on arrive à voir en dehors de ça. Et parce qu'effectivement, je trouve que l'histoire du docteur sur tout cet épisode-là, enfin voilà, effectivement, il est long parce qu'on les voit passer d'un endroit à un autre en traversant un peu certains obstacles, on va dire. Et du coup, on en oublie en fait, je trouve, ce genre de petit aparté où justement, bah voilà, avec des histoires qui sont quand même entre guillemets parallèles et qui sont vachement importantes et intéressantes, je trouve. Non, bah c'est vrai que le personnage d'Alonso, au final, il est quasiment tout seul tout le temps, et je trouve qu'il arrive à bien tenir son truc et à se rendre aussi important que la trame principale, entre guillemets, avec le docteur. C'est vrai que je l'avais pas ressenti, mais maintenant que t'en parles comme ça, bah effectivement, il arrive à se rendre indispensable, en fait, alors que le gars, il doit se débrouiller tout seul, quoi. En gros, après, peut-être j'exagère, hein, mais je trouve que à la limite, bon, à partir du moment où il y a enfin, je trouve qu'il a presque la même importance. Bon, peut-être pas autant, un tout petit peu moins, mais si on va dire s'il y avait un podium, numéro 1 ce serait le docteur, le deuxième ce serait Astrid et le troisième ce serait Alonso, quoi. Au niveau, en fait, si limite il y avait dû y avoir 3 noms sur le générique, enfin clairement j'aurais presque mis l'acteur qui joue Alonso parce que je trouve que c'est un des rôles qui pour moi surpasse justement le rôle de Copper, le rôle d'Evanov, le rôle de Banaka Falata et Rich Connard que j'ai oublié, Rick Sutton. Voilà. C'est l'impression que moi j'ai en tout cas. Hein. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'éloigne un peu de ce que tu dis, mais il y a un seul truc qui me gêne dans ce... Alors c'est pas vraiment dans ce personnage, mais c'est plutôt dans son histoire, puisque au moment de grosse boule en feu coming vers le ship, le capitaine il tire sur Alonso, donc il est censé le tuer. Bon, il se loupe, ça peut arriver, mais Alonso se réveille quand même assez vite, il peut discuter encore avec le capitaine. Par la suite de l'épisode, il y a des comment... On voit qu'il souffre, qu'il boite un peu, etc. Mais enfin, il s'est quand même pris une balle dans le thorax. Il est quand même étonnamment en forme, quoi. Ah, on sait pas ce que c'est comme balle. Hein. Ouais, je vais être de mauvaise foi parce que le seul truc qui sauve l'épisode, eh ben, tu veux me le flinguer. C'est de le dire. Non, mais c'est vrai que je me suis fait la même réflexion, parce qu'au début, il a l'air d'être vraiment au bout de sa vie, ce qui est compréhensible, hein, y a pas de problème avec ça, mais c'est comme si, au fur et à mesure, il guérissait, en fait, c'est l'adrénaline, bon, l'instant de survie. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, ou alors ils ont pas tourné les scènes le même jour, et sur le dernier jour, ils ont oublié ce qui s'était passé avant. Ou alors ils ont tourné les scènes de fin au début, et ils savaient pas qu'ils seraient aussi touchés. Non, ou alors ils ont oublié de lire cette partie du scénario où il où il était censé être au fond de sa vie pendant tout l'épisode. Je sais pas, on le voit effectivement se tenir. Après, je sais pas exactement, je sais plus où est-ce qu'il est touché. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'aime bien, du coup. Donc, on peut passer, si vous voulez, on peut parler du personnage d'Astrid tout mignon. Qu'avez-vous à dire sur le personnage d'Astrid tout mignon ? Moi, je la trouve un peu niaise, après, voilà. J'aime bien sa tête, hein, mais je la trouve un peu niaise. J'aime bien sa Je préfère tête. préciser tout de suite, hein. En fait, moi je la trouve un peu lisse dans son écriture. Elle est vraiment, c'est mon mot, elle est vraiment anecdotique. Son passage, aussitôt vu, aussitôt oublié. Non. Après, Kylie Minogue est pas mauvaise, mais encore faut-il qu'il faut qu'elle joue un truc dans cet épisode. Mais ouais, vraiment, je la trouve lisse et peu intéressante en fait. Et je n'arrive pas à croire ce qu'elle vit avec le docteur dans cet épisode. Pour moi, c'est sorti d'un Kinder Surprise. Hein. Est-ce que sur cet épisode, on peut la considérer comme la compagne temporaire, peut-être ? Oui. Oui. Bah du coup, moi ça m'a permis de me rendre compte que clairement Martha manquait beaucoup. Déjà ? Bah ouais, écoute, le fait d'avoir un épisode entier sans elle, j'ai dû accrocher davantage à cette compagne qu'à Rose, parce que d'entrée de jeu, je me suis dit, ah bah dis donc, le docteur en parle même pas, enfin ça m'a choqué en fait.
Ah bah le docteur il est tout de suite passé à autre chose. J'allais y venir là-dessus. Le Il y a docteur ne aucune parle transition. pas du tout de Martha, ne parle pas de Rose. Pourtant ça se passe juste après, hein. Il vient juste de la quitter. Hein. Au moment où Astrid justement lui demande s'il voyage seul, il dit juste oui, quoi. Il ne parle pas de celle qu'il a déposée il y a 20 minutes. Donc effectivement. D'autres Et avis à sur- l'inverse, oui. dans l'épisode précédent, le spécial de Noël avec Donna, c'est ça? Ouais. Je crois que tout le long, il parlait un peu de Rose, ou il faisait des allusions à Rose, donc là, j'ai trouvé ça surprenant. Peut-être que ça rejoint un petit peu l'avis de l'auditrice ou de l'auditeur qu'on avait eu sur la rétrospective qui disait que justement le docteur avait pas accordé une grande place et une grande importance à Martha. Bah, c'est peut-être vrai au final. Après, oui, de toute façon, clairement, et puis là, oui, on le voit. Hein. Il y a aussi une différence, c'est que Rose, entre guillemets, il l'a perdue, dans le sens où elle est partie où elle est partie dans un monde parallèle et où il ne peut pas la retrouver. Donc il avait un peu un deuil à faire, alors que Martha, entre guillemets, ils se sont un peu quittés bons amis en se disant, bah, de toute façon, on se reverra, quoi. C'est vrai aussi. Le docteur a passé plus de temps avec Rose qu'avec Martha aussi. Oui, aussi. Oui, une saison de plus. Après, mon Dieu, c'est terrible parce qu'on est quand même en train de faire du sens sur les actes de personnages qui sont fictifs, dans des histoires qui sont fictives. Ah oui, C'est bah, terrible. c'est le concept du podcast de parler d'une série fictive. Ah, c'est pas réaliste, Doctor Who? Non, mais Non. alors après, par contre, il y a aussi un attachement qu'il a pu avoir. Je pense qu'en fait, il peut y avoir un attachement spécifique qu'il a eu avec Rose parce que, en gros, la régénération qu'il a fait, c'est avec Rose en fait. Il s'est régénéré en David Tennant en présence de Rose. Donc du coup, c'est vraiment la première personne que le docteur de David Tennant a vue. Et donc, c'est sur elle qu'il s'est appuyé pour le temps de sa régénération, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un attachement supplémentaire lié à ça. Hein. Ouais, plus factuellement parlant, ils ont peut-être juste mal écrit le scénario et ils ont carrément zappé Martha, ce que je trouve déplorable. Bon, ça, c'est sûr aussi. D'autres réactions sur Astrid? Pas grand chose qui n'ait pas déjà été dit. Bah oui, moi je vais redire ce que j'ai déjà dit. Moi je trouve pas qu'elle soit si mal écrite que ça. Je trouve que le personnage est sympa. Le personnage fait avancer l'histoire. Alors je sais pas si c'est aussi le fait qu'elle finit par se sacrifier qui me donne un peu ce sentiment-là, mais elle est quand même vraiment partie prenante de l'épisode. Elle est pas juste là à regarder et à attendre que ça se passe. Elle va chercher à s'impliquer. Elle est un peu construite comme Rose, justement, ce qui peut expliquer peut-être le côté Love Interest. Non, le côté un peu folie qu'a Rose, elle l'a pas du tout. Elle était gentille, mais pas... voilà, il y avait aucune excentricité dans le personnage, donc non, pas du tout. Non, c'est pas par rapport au comportement, mais plus au background, dans le sens où voilà, c'est une personne qui est un peu enfermée dans sa vie, et puis le docteur, c'est un peu une porte de sortie, une évasion, quoi. C'est plus dans ce sens-là, et je trouve que c'est vachement... Enfin, c'est vraiment omniprésent sur son personnage, cette envie de voyager, de tout quitter, de changer de vie, un envie d'ailleurs, en fait. Et justement, il y a le docteur, j'aime beaucoup. Bah tiens, je vais passer l'extrait tout de suite. Un instant. Vous ne restez pas avec nous, c'est ça? Il y a un souci sur la plateforme 31, je veux savoir ce que c'est. Et si vous croisiez des autres? Eh bien, je risque de drôlement m'amuser. À vous entendre, vous faites ça régulièrement. Pas trop le choix. Tout ce que je fais, c'est voyager. Voilà ce que je suis, un voyageur. Vous imaginez? Pas d'impôts, pas de facture, pas de patron. Je suis libre comme l'air. Actuellement, je suis sans emploi. Alors, je me disais que cette cabine bleue, elle est drôlement petite, mais je pourrais monter à bord de façon clandestine. Ce n'est pas toujours très sûr. Raison de plus pour ne pas y rester seule. Je n'ai plus personne sur Sto, pas de famille. Il n'y a que moi. Alors, qu'en dites-vous?
Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, pourquoi pas. Pas d'impôt, pas de facture, pas de patron. J'aime beaucoup la définition. Ah, la belle vie. J'aime beaucoup la définition qu'il a du voyage. C'est ça, j'allais dire une vie de rêve. Oui, c'est très sympa, je trouve. Et voilà, en fait, donc sur ce passage-là, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'il appuie, lui, sur la liberté et l'envie de liberté qu'elle a. Inspiration un peu, alors oui, elle peut paraître sur sa façon. Alors après, je sais pas ce que ça donne en VO. C'est vrai que en plus, le doublage VF lui donne vraiment une voix un peu plus jeune, naïve, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Innocente, voilà, peut-être, on va dire. Si vous n'avez rien d'autre à dire sur Astrid, et ben. Si, juste un dernier petit commentaire sur la toute fin, quand il la disperse dans l'univers, je me suis dit qu'entre cet épisode et l'épisode Une famille de sang, il y avait vraiment juste le contexte qui changeait, et que ça donnait une toute autre signification au fait qu'il balançait quelqu'un à la dérive. Oh. Ah ben c'est te dire à quel point je me suis emmerdé devant l'épisode, hein, pour avoir le temps de philosopher à ce point. Oh, moi je suis choqué que vous ayez si peu aimé cet épisode-là, dites donc. Ah non, mais je te promets, il y a très peu d'épisodes, en fait il y en a que 2, où c'est que vraiment je me suis demandé si j'allais au bout, et tout le long je me suis dit je continue ou j'arrête, et j'étais à 2 doigts d'aller lire la fin du résumé sur Wikipédia. Quand même. Oh. Alors après, par contre, c'est vrai que clairement, le passage de Max Capricorne, enfin, moi, j'ai tendance à toujours l'oublier tellement je le trouve complètement inintéressant. Ah bah moi, plus qu'inintéressant, je le trouve pénible, en fait. J'ai vraiment du mal, j'ai noté sur mes notes, Max Capricorne par-ci, Max Capricorne par-là. Au bout d'un moment, calme-toi, quoi. Il est insupportable. J'ai pas de charisme. Oh là là. Oh bah je l'avais oublié moi entre temps. Il a pas de charisme, mais il a pas de chariste non plus. Oh. Pardon. D'autres avis? Non? La seule chose qui aurait pu relever le passage avec Max Capricorne, et du coup c'est une anecdote que je vais donner, c'est qu'à l'origine il aurait dû être arrêté par les Judoun, et ça aurait été vraiment plus stylé. Et carrément, en fait, ça aurait encore relevé le niveau de cet épisode désastreux, mais bah non. C'est vrai que ça aurait été classe. C'était Je prévu. propose de compiler toutes nos idées. Bah, Et de refaire les scripts. c'est exactement ça, ouais. Ah oui, non, c'était pas prévu. C'est une idée que vous avez eue? Non, c'est originellement, ça aurait dû être, il aurait dû être arrêté par les Judoun. D'accord. Ceci est une vraie anecdote. C'est vrai. This is an anecdote. Moi, je traduis ce que Adèle dit. Et comme je voulais les revoir, ça aurait été trop bien. Bah oui. Le docteur, est-ce qu'il y a des choses à dire sur le docteur? Oui. Le meilleur, comme d'hab. Merci Eden. Eden, on n'a pas besoin de... On peut juste l'enregistrer, en fait, d'une fois sur l'autre. C'est ça, on peut la sampler et Ouais. hop, tu la passes. On peut en rajouter dans le bingo version 2 ou 3. Alors moi j'ai juste un truc à dire à son sujet, c'est j'ai trouvé ça un peu salaud de proposer à Astrid de venir avec lui, et quand Cooper lui demande s'il veut venir, il lui dit non. Ah c'est clair. Mais oui, J'ai dû Oh choquer. non, 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 il lui voyage dit tout non, seul, il voyage ouais, tout seul d'accord. d'habitude, quand même. C'est un peu... bon, tu Moi, pousses un peu mieux dans les orties, là. Hein. Non, moi je prends les jolies blondes mais pas les vieux papis, quoi. Ah, mais c'est ça. Le salaud. Rien d'autre à dire sur le docteur? Bah moi j'avais noté un truc sur le docteur, c'est qu'il a voulu faire plaisir à Doraline en parlant de la Nouvelle-Zélande. Et je pense que du coup, lui aussi, il devait être fan du Seigneur des Anneaux. Ah. Je me demandais. Pourquoi Tu te demandais où j'allais y aller. Hein. Pourquoi il a parlé de la Nouvelle-Zélande? À un moment, il dit que la Nouvelle-Zélande, c'est très beau. Ah, je me souviens pas. T'es sûr de ça, Ah Pierre, ouais, ou t'as tu l'as été rêvé? très précis dans le passage. Ah bah S'il s'ennuyait pendant l'épisode. peut-être que c'est en VO. Hein. Peut-être qu'en VF, ça n'a pas été traduit. Hein, Ouais, je sais c'est pas. un moment où il liste, je crois, des endroits sympas sur Terre, un truc comme ça. Il parle et il cite effectivement la Nouvelle-Zélande. Voilà.
Pas bien la VF parce que je l'ai vu en VF, parce que là où je le regardais en VO, il y avait un joli décalage entre le son et l'image, hein, donc... Bah, moi, j'ai un petit coup de gueule à passer contre Pluto TV, si je peux me permettre de le passer maintenant. Vas-y. Bah, ça me fait chier, la façon dont sont rangés les épisodes, c'est catastrophique. J'ai commencé à regarder le premier de la saison 4 au final. En plus, tu nous avais prévenu, donc... mais c'est peut-être moi qui suis trop con, du coup. Non, mais c'est clairement, et puis tu vois, Pandora l'a redit sur son avis, c'est assez catastrophique en fait, le traitement qui sont faits sur les épisodes. Alors je sais pas de quoi ça dépend, hein, si ça dépend des maisons de production, des contrats de diffusion, des plateformes elles-mêmes, ou autres conneries comme ça. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile de voir comment sont traités les épisodes spéciaux. À l'heure actuelle, en fait, sur 13, il y a 13 saisons à l'heure actuelle qui sont sorties de Doctor Who. Il y a 2 épisodes spéciaux sur les 13, 2 ou 3, qui sont introuvables. On ne peut pas les trouver en DVD. Là, ils sont pas sur Pluto Télé. Donc, heureusement, j'ose espérer qu'on sera passé sur Disney+ d'ici qu'on arrive à cela, de toute façon. Mais la plupart il y a des épisodes spéciaux qui sont juste introuvables. Il y en a d'autres, en fait. Par exemple, l'épisode L'invasion de Noël, donc le premier épisode spécial, le premier épisode avec David Tennant, quand même, il n'est même pas il n'est dans aucun coffret DVD français. Et en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. C'est ça le souci avec la série et les spéciaux de la série, surtout. C'est qu'ils sont partie intégrante des épisodes. Enfin, ils font partie intégrante de la série et des saisons. Ils sont diffusés en dehors des saisons, mais ça suit en fait les saisons. Ce qui se passe dans les épisodes de Noël ont une importance. C'est pendant ces épisodes, la plupart du temps, qu'il y a une régénération, par exemple. Et tout ça, en fait, c'est malmené au niveau des... En tout cas, je suppose que non en Angleterre, vu que c'est la BBC. Mais en France, c'est une catastrophe, quoi, clairement. Et on le voit donc sur Pluto Télé, où tu as, comme l'a dit Pandora, où c'était quasiment le 10e épisode dans la saison des épisodes de Noël de Pluto Télé. Cet épisode-là, qui est le 3e épisode de Noël de la nouvelle série, il est en 10e position dans leur liste à eux. Parce qu'ils foutent la saison 6 d'abord, puis après à la 8, puis après la 7. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Ouais, et puis pour ceux qui nous diraient oui bah c'est gratuit, eh ben non ça l'est pas puisqu'on doit regarder des pubs pour avoir accès à l'épisode et je considère mon temps comme une ressource inestimable. Bah oui, t'as déjà perdu 72 minutes sur cet épisode, alors si en plus t'ajoutes la pub... Alors là en disant ça, ça me donne envie de me barrer. Puisqu'on parle de la durée de l'épisode, parce que en fait j'ai pas réussi à le sortir à un moment donné parce que on est passé à autre chose. Nouvelle anecdote. Cet épisode détient le record du 2e épisode le plus long de la nouvelle série derrière The End of Time, épisode 2, et le 4e de toute la série, le premier étant The Five Doctors et le 2e le téléfilm. Bon, en même temps le téléfilm il triche un peu quoi. Ouais mais du coup c'est que le téléfilm c'est même pas le numéro 1 quoi. Oui. Et est-ce que t'as la durée de l'épisode le plus long ? 90 minutes. Un petit point quand même. Un petit point quand même, vu qu'on parle du docteur. Du coup, il y a un passage où il explique quand même, quand il explique à Monsieur Cooper et à Astrid comment il connaît la planète Terre aussi bien. Il raconte une histoire. Et je trouve que c'est important en fait de l'expliquer pour ceux que ça aurait pu intéresser, que ça aurait pu... Pour ceux que ça aurait interpellé, le docteur explique qu'à un moment, il s'est retrouvé sans abri et qu'en fait, la Terre l'avait recueilli. Est-ce que c'est dans vos anecdotes, ça, ou pas ? Je ne crois pas. Du coup, parce que moi, c'est quelque chose que je sais, mais je vais être super flou parce que j'ai pas exactement les dates précises. Mais du coup, c'est qu'en fait, ça parle un petit... En fait, quand il raconte cette anecdote... En fait, il fait référence à une certaine période de la série classique où le docteur en fait était bloqué sur Terre sans TARDIS. Voilà, en fait, il avait été. On l'a pas gardé, je crois. En fait, il avait été exclu je crois qu'il est exclu de sa planète et donc sans TARDIS. Et donc, il se réfugie sur Terre et je pense qu'il y a plusieurs saisons en fait du docteur
où il est sans Tardis, sans voyage. Je suppose qu'il n'y a pas de voyage, du coup. Et du coup, voilà, c'était un passage que je trouve assez intéressant et assez important à expliquer. Et je suis assez intrigué par ces épisodes-là. Je pense que si un jour je commence les classiques, ça se trouve, je commencerai par cette période-là. Parce que je me demande ce que ça donne des saisons de Doctor Who sans voyage dans le temps et l'espace. Ou alors comment il fait sans Tardis, du coup. Bah, du coup, Voilà. c'est pendant 3 saisons quand même. Hein. Ouais, d'accord. C'est le troisième Docteur J'aimerais bien pendant savoir 3 ce qui se saisons. passe pendant ces 3 saisons. Est-ce que c'est passé sur une espèce de série un peu genre enquête, sans forcément beaucoup de science, sans forcément beaucoup d'extraterrestres, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est les extraterrestres qui viennent sur Terre? Enfin voilà, je sais pas, je suis assez curieux, je connais pas du tout cette période. Mais c'est lesquelles saisons, tu les as ou pas? Bah, je vais regarder. Troisième Docteur. Alors, le troisième Docteur de 70 à 74. Donc, Ok. c'est les saisons 7, un truc comme ça, 7, 8, 9 ou 8, 9, 10. D'ailleurs, ils l'ont pas appelé Doctor Who, mais en fait, ils ont créé un spin-off qui s'appelait Colombo. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, j'ose pas le dire. Je me demande ce que ça. En fait, au moment où j'ai dit, je me demande ce que ça donne un docteur qui va pas dans le temps et l'espace. Je me demande si ça donne pas un espèce de Colombo, quoi. Ou Monk. Oui, ou Monk. Pendant qu'un ange pleureur passe, il est temps de jouer à notre grand jeu concours. Pour tenter de gagner un échantillon de l'eau du bain de Dalek mouillé, répondez à la charade suivante. Mon premier ne va pas en haut. Mon second se situe au milieu de la banane. Mon troisième est la 11e lettre de l'alphabet. Mon quatrième est une note de musique. Mon cinquième est presque comme mon quatrième. Mon dernier peut être de feuilles ou de sable. Mon tout ne veut pas qu'on l'appelle seulement par mes 2 premiers. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous pouvez l'envoyer à l'adresse tout ira dans mes spams @retardis.com. Bonne chance à tous. Alors, est-ce que vous voulez parler est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder? Bon, on n'a pas parlé des autres, par exemple. Oui. Parlons des autres. Est-ce que vous voulez parler des autres? Un mélange des anges pleureurs et des robots Oui, c'est un horloges. peu ça. Hein. Alors, carrément. Une pâle copie des anges pleureurs. C'est ça. Moi, j'ai cru que c'était un mix des anges pleureurs et des Cybermen. Oh. Bah, au niveau physique, après. C'est une copie ratée. Hein. Oui. Oui, je trouve qu'il manque un peu d'originalité par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est comme si ils avaient pris plein de trucs, qu'ils avaient tout mis dans le même sac, qu'ils avaient mélangé, et puis pouf, les autres. Ah bah en fait ils ont pris les anges pleureurs puis ils leur ont rajouté un costume ridicule. Hein. Avec un frisbee. Ah oui. Le truc il évite même pas au-dessus de leur tête, en plus il est tenu par les petits bâtons. C'est nul. Eden. Non, en vrai, il était assez. Enfin, comme ça a été dit, une pâle copie de déjà vu. Enfin, moi, je les ai trouvés un peu inutiles, entre guillemets. Alors, mais au final, donc, oui, alors ils peuvent nous rappeler un peu les anges pleureurs, ils peuvent rappeler les Cybermen, ils peuvent rappeler, qui c'est que j'ai dit, moi, les robots horloges. Emerald disait que ça lui rappelait plus les Hoods. Alors, ça lui rappelait les Hoods pour le côté. Comment elle a dit ça qui pète, créature qui pète un câble, ouais. Bah, le fait qu'il soit programmé pour tuer, qu'il soit. Oui, enfin, voilà. Sauf que si j'ai bien compris, les autres sont vraiment programmés pour ça. Les Hoods, c'était un champ magnétique ou je sais plus quoi qui les faisait vriller. Oui, c'est un lavage de cerveau, quoi. Voilà. Enfin, plus de cerveau du tout, d'ailleurs. Alors, du coup, sur les autres,
Alors, j'ai pas vraiment d'anecdote sur le sujet, parce que j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un truc hyper chelou sur la VF, parce que en fait, je voulais voir s'il y avait genre comment ils avaient été fabriqués, j'en sais rien, trouver des anecdotes un peu croustillantes sur les personnages. Et en fait, en VO, je crois que c'est juste The Host. Et en VF, ils mettent les Hôtes Célestes. Et en fait, quand on cherche ça sur Google, on trouve que des trucs bibliques. Et je me suis rendu compte, donc en fait, qu'un hôte céleste, c'est un terme collectif qui fait référence à des êtres spirituels qui servent et accomplissent la volonté de Dieu, quoi. En précisant que ce sont principalement des anges. Et en gros, c'est l'idée que tout pouvoir divin ou céleste est disponible pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Voilà, donc bon, c'est pas du tout pour créer un débat ou quoi que ce soit sur la religion, hein, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'en VF, ils aient utilisé ce terme d'hôte céleste, alors que le mot céleste apparaît pas du tout en VO, et je trouve que ça crée un espèce de truc un peu chelou, un peu biblique, quoi, qui était pas là au départ, quoi. Je me souviens pas en VF avoir entendu hôte céleste. Si, et en plus j'ai même... Enfin, alors, en tout cas, quand tu cherches des infos, enfin, quand tu vas sur le Wikipédia, sur les fandoms et tout ça, c'est le terme qu'ils utilisent pour les nommer, en tout cas. D'accord. Donc après, je me souviens plus dans l'épisode s'ils utilisent vraiment ce terme-là, mais il me semble que oui, mais Ils utilisent... je pourrais pas l'assurer à... Hôte, ils disent hôte, ils disent... il me semble que hôte céleste, ils le disent, et il y a même un troisième terme, si mes souvenirs sont bons, mais je l'ai pas, mais... Parce que je sais qu'il y a un moment où, justement, Monsieur Copper, il parle, au moment où les anges arrivent par en haut, Monsieur Copper, il dit, on a oublié qu'une tradition de Noël, les anges volent. Et moi, on va dire, c'est peut-être le seul passage que j'ai trouvé presque, entre guillemets, un peu peut-être connoté religion. Sinon, ça m'a pas plus choqué que ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu que t'allais... ça choque pas quand on le sait pas, en fait, tu vois. Quand j'ai vu que t'allais parler de ça, justement, je me suis dit, elle va peut-être pas parler de ce passage, alors qu'en fait, pas du tout. Non, c'est... Alors, voilà, forcément, enfin, moi, quand j'ai regardé l'épisode, sur le coup, j'ai pas fait la référence, que je savais pas ce que c'était un hôte céleste dans la religion, tu vois. Mais c'est vraiment en cherchant des infos, je suis là genre, mais attends, mais pourquoi, du coup, ils ont utilisé ça en VF Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Est-ce que, justement, ils ont voulu faire le lien avec le fait que ce soit des anges qui volent, machin, et tout ça? Je sais pas, mais c'était pas nécessaire, vu qu'en anglais, finalement, c'est un terme qui est plus court, qui a aucune connotation, donc je sais pas, c'est un peu chelou. Ceci dit, du coup, je vais balancer une petite anecdote qu'on a à ce sujet-là. En VO, ils ont pas utilisé ce terme-là, mais ils ont quand même réussi à avoir une polémique d'un groupe de défense chrétien fondamentaliste, The Christian Voice, qui, alors eux, ont trouvé une connotation malaisante, en fait, à la façon dont le docteur se faisait soulever par les anges pour atteindre la cabine de pilotage du vaisseau, et ils ont trouvé que ça lui donnait un aspect messianique, et ça leur a pas du tout plu. Cette scène est un peu ridicule, d'ailleurs. Oui. Les effets spéciaux, encore une fois. Que de polémique pour un épisode. Ça fait carrément se barrer les gens, quoi. J'allais dire, pas d'autres réactions. Du coup, je dis plus rien. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez aborder ? Ouais. Lequel ? Du coup, j'ai réécouté hier ou avant-hier l'épisode, la fin de l'épisode en VF pour voir si il y avait une traduction qui avait été très bien faite. Parce que en VO, on parle de Great Britain. Et du coup, Monsieur Copper demande si il y a aussi la Grande France et la Grande Allemagne. Et donc, en VO, si on traduit littéralement, il dit non, juste la Bretagne est grande. Seulement en VF, Bretagne a été traduit par Angleterre. T'as le seum. Je pense surtout que si les Anglais entendaient cette traduction, ils iraient foutre le feu au studio de doublage. Enfin, les Britanniques, du coup. Les Britanniques, s'ils entendaient ça, ils iraient foutre le feu au studio de doublage. Voilà. Choqué, déçu. Moi, ce qui me fait rire, c'est l'accent en VF de Cooper quand il dit ça.
le docteur. Il dit pas Grande France, il dit Gronde France. La Gronde France et la Gronde Allemagne. Gronde Allemagne. C'est peut-être parce que la France, elle gronde souvent. Bon, c'est peut-être un peu trop politique, je pense pas que je laisserai ça sur ma piste, je vous préviens. Bon, c'est pas politique, hein. Wow, quand tu cherches un petit Bon, peu, oui. on est connu On est pour connu ça, pour hein. gronder, hein. Très bien. Bon, bah, je vais quand même essayer de... Donc, si vous n'avez pas d'autres sujets à aborder, je vais quand même me risquer à poser cette question. Avez-vous des éléments marquants? Et franchement, j'y ai réfléchi pendant toute la semaine. Bon, mais bah, non. déjà répondu non, du coup. Eden, as-tu un élément marquant? Allons-y, Alonso. Oui, c'est vrai. Mireille? Mais ça, c'est une phrase. Hein. Bah, c'est un élément marquant. C'était vraiment l'élément marquant d'Eden ou c'était juste la façon d'annoncer qu'elle allait répondre à la question? Non, c'était D'accord, l'élément ok. marquant. Je me suis dit, je voudrais pas... D'accord. Moi, j'ai pas particulièrement d'éléments marquants non plus. Tout a été quand même abordé. Vous avez parlé plutôt de la scène où Astrid s'en va voguer dans l'univers. Et je crois que je l'ai dit aussi très rapidement, la mort de Monsieur Van Hoff, là, qui est très brutale. Enfin, moi, je m'y attendais pas du tout. J'avoue qu'elle m'a un peu... elle m'a complètement désarçonnée, en fait. Elle m'a prise par surprise. Et voilà. Bah, lui aussi. Hein. Lui aussi, effectivement. Désolé. Cette violence. Tout à fait, c'est un fait. On a perdu Adèle. Ça va, Adèle? Ça va. As-tu un élément marquant? Donc tu avais fini, Mireille. Oui, donc bah, Adèle, as-tu un élément marquant en dehors de cette blague? Bah, je me demande si c'est pas le même que Doraline, parce que je crois qu'elle a dit qu'elle allait en reparler quand elle a parlé du couple. Alors peut-être. Ah bah T'as je un sais élément pas. marquant, Doraline? Doraline, as-tu un élément marquant? Je le considérais pas comme un élément marquant, mais... Bon bah alors Adèle, as-tu un élément marquant? j'ai pas fini. Non, vas-y, Adèle. As-tu un élément qui est presque marquant? Vas-y, je te dirai au pire. Non, moi c'est un passage qui m'a fait pareil, qui est super mignon entre le couple. Là, c'est quand la nana lui dit pour avoir les billets, en gros j'ai dépensé tout notre fric, on n'a plus d'argent. Et en fait le mari il est mort de rire et j'ai trouvé ça hyper touchant en fait. Le gars il est genre on est dans le caca, bon tant pis c'est pas grave. Voilà, Je le j'ai bien savais aimé. qu'il aurait jamais allé payer. Doraline. La question qui reste, par contre, attends, juste Oui. pour rebondir sur ce qu'a dit Adèle, la question qui reste est la suivante. Mais qui a donc gagné les places? Bah c'est eux. Eh ben non. Mais si. Ah bah si, je suis con. Bah oui. Oh putain. Eh bah dis donc, je suis aussi bien rangé que les épisodes sur Pluto TV. Doraline. Du coup, c'était celui-là aussi. J'ai trouvé ça trop mignon où il finit par... Ah bon, bah, exploser de rire. finalement t'en avais un, t'allais le dire quand même. Bah, Bah excuse-moi c'est- alors, je t'ai coupé. C'était pas mon élément marquant, mais c'était c'est la scène qui m'a fait me dire ils sont vraiment trop choux, quoi. D'accord. Ouais, donc c'est un élément presque marquant. Voilà, c'est l'élément trop chou marquant. Et donc t'as pas d'autres Oh. éléments marquants? Là. D'accord. Maël. Oh, tu dis si bien mon prénom que je vais te décevoir, mais j'ai beau y réfléchir et j'y réfléchis pendant, non pas toute ma vie, mais toute la semaine. Et même pendant les cours, j'y réfléchis, mais non, j'ai absolument rien. Il y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Voilà. Pierre. Alors c'est pas, je vais pas dire que c'est un élément marquant, mais c'est un élément que j'avais noté et que j'ai pas forcément dit, c'est que, alors déjà l'épisode il dure 1h12, et en plus il y a des moments de déjà vu avec par exemple le docteur qui répète What au tout début de l'épisode. Oui. Ah oui. Donc ça faisait un J'adore peu comment il le dit. rediffusion. Bah oui, ça à chaque épisode de Noël il le fait.
Donc c'est ça, j'attends du coup l'épisode de Noël de la prochaine fois pour redonner le même élément marquant. Tu viens de nous spoiler, Cédric. Là, ce sera mon mot la prochaine fois, ce sera what? De quoi? En rediffusion. Non, ce sera what? De quoi, Mireille? Tu viens de nous spoiler le début de chaque épisode de Noël. Bah non, mais il l'a fait déjà à l'épisode de la mariée. Bah oui, mais il l'a fait t'as deux dit fois, que ce serait le début de chaque épisode de Noël. Bah non, je dis que ça le fait à tous les épisodes. Non, parce que je crois qu'en plus, je suis même pas sûr qu'il le fasse sur les prochains. Je ne crois pas, mais... Ah bah réponse la saison prochaine. Voilà. Réponse en septembre 2024. On laisse planer le doute. Alors, avant de passer aux anecdotes, il y a un truc qui m'a marqué par contre sur le docteur, c'est qu'il est très lunatique, ce garçon. Voilà, c'est tout. On passe aux anecdotes. Non, je vais aller un peu plus loin. Oui, précise un peu quand même. Mais c'est justement après, en fait, est-ce que vous vous souvenez quand même de la tronche qu'il fait au moment où Astrid meurt? Et juste 5 minutes après, quand il est avec Alonso, le mec il sourit, il est tout content, il balance un allons-y Alonso. Enfin voilà. Moi je trouve que il est très changeant au niveau des humeurs. Pour après redéprimer du coup. Après, ça peut être une manière de... Alors, faire son deuil, c'est peut-être fort, mais ça peut être une manière qu'il a de réagir dans une situation qu'il maîtrise pas forcément. Même si, comme il le dit dans certains épisodes, lui, il a plus l'habitude de voir des gens mourir que l'inverse. Mais peut-être que il avait pas prévu que pendant un épisode de Noël, il allait se passer ça. Peut-être, je sais pas. Bon, Peut-être qu'ils ont tourné les scènes en décalé aussi. De quoi? Non, j'ai fait une réédition du peut-être qu'ils ont tourné les scènes en décalé aussi. Ah oui. Oh bah ça... Mais ça, c'est peut-être la réponse à tout. Bon, au final, en fait, la scène du début, elle est pas censée être morte à ce moment-là. Et c'est entre-temps qu'ils ont décidé qu'elle allait mourir, donc ils ont retourné les deux scènes autour. Et puis, par contre, ils ont gardé le milieu où il était tout joyeux, quoi. En fait, pendant la scène du milieu, il y a Astrid qui l'attend tranquillou dans le Tardis. Allez, on va passer aux anecdotes. Il vous en reste au moins? Oui. Oui. D'accord. Et puis sinon, on redit celle qu'on a déjà dit. Hein. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Total de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute pour les anecdotes que vous nous avez pas dites. C'est moi qui donne la première anecdote. C'est alors je sais pas si vous vous souvenez, à un moment dans l'épisode, le docteur cherche le numéro de protocole de sécurité pour désactiver les anges. Et il va donner plusieurs chiffres. Au début, c'est notamment celui de la bête, 666, qui peut être un clin d'œil au double épisode La planète du diable. Et il finit aussi en disant je ne sais pas, 42, en référence à la grande question de la vie et au guide du voyageur galactique. Et finalement, le bon numéro, ça semble être tout simplement 1. Ça aurait pu être en rapport avec l'épisode 42 aussi. Hein. Non. L'épisode 42 était déjà nommé ainsi pour faire hommage au guide du voyageur galactique. Donc, Ah, tout, oui, est lié. Tout est lié, Il c'est a incroyable. 1 en référence à la note sur 10 de l'épisode. On devrait ajouter une note à la fin des épisodes sur les épisodes. Allez, c'est à mon tour. Le compositeur pour Doctor Who, qui s'appelle Murray Gold, et le chef d'orchestre, qui est également le compositeur de la seconde série préférée d'Eden, qui est donc Torchwood, donc Ben Foster, ont tous les deux un caméo en tant que membres du groupe de musique qui joue dans le Titanic. On les voit vraiment à peine. Hein. Quand j'ai vu cette anecdote, j'ai regardé la scène et c'est vrai que... Ouais, caméo, c'est le mot. Hein. C'est vraiment court. Merci. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une polémique, et il y en a une petite deuxième. Il y a eu une plainte suite à l'épisode de Milvy Nadine. Donc c'est la dernière survivante du Titanic qui était encore en vie à l'époque et qui trouvait très irrespectueux l'utilisation du défunt Titanic comme moyen de divertissement. Alors que bon, pourtant, le Titanic, depuis ce qui s'est passé, a quand même été utilisé pour 13 autres films avant Doctor Who. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle a pas aimé le voir dans l'espace. Ou...
Ouais, bon, surtout un film qui était absolument pas connu. Voilà, un épisode d'une série, quoi. Voilà. Alors ensuite, une petite anecdote hommage. L'épisode, je sais pas si vous avez vu à la fin, c'est marqué qu'il est dédié à Verity Lambert, qui est en fait la première productrice de la série et qui est décédée le 22 novembre 2007. Et donc la veille du 44 anniversaire de la série et un mois avant la diffusion de cet épisode. Voilà, c'est pour ça qu'on voit ce petit texte à la fin de l'épisode. Non. Et ensuite, sur une anecdote un peu plus rigolote que la précédente. Oui, quoi? Du coup, tu n'ajoutes pas ce que je vous ai dit? Bah, Alors, oui. c'est moi qui vais le faire. Oui, parce Attends, t'as pas écouté le chef? T'as pas écouté le chef? Non, il a dit un truc et j'ai pas retenu, effectivement. En gros, est-ce que le... De quoi? Est-ce que ça vous parle, le nom de Verity? Oui. Non. Oui, pourquoi? C'était pas l'IA d'un vaisseau dans un précédent épisode? Non. Enfin, je crois pas. C'était dommage. C'était random. Non. C'était pas le nom d'un perso ou d'un truc comme ça, genre d'un parent, d'un personnage ou un truc comme ça? Alors, en fait, dans le double épisode de La famille de sang, le docteur, sous la forme de John Smith, dit que ses parents s'appellent... Sa mère, en fait, s'appelle Verity. Voilà. Et c'était aussi déjà en hommage à cette Verity-là. Voilà. Ok. Je reprends donc avec mon anecdote un peu plus rigolote que la précédente. Kylie Minogue a été confondue avec une vraie serveuse à côté d'un hôtel alors qu'elle portait son uniforme de l'épisode. Voilà. Comme quoi, on n'était pas les seuls à pas l'avoir reconnu. Oui, c'est clair. Oui. Après, elle était peut-être de dos, tu vois. Ah, la pauvre. La pauvre. Non, mais t'es une star et on pense que t'es une serveuse. Ouais, du coup, toujours sur Kylie Minogue. Et du coup, pour la première fois depuis le retour de la série en 2005, une rue de Cardiff fut fermée à la circulation pour que Kylie Minogue puisse jouer la scène où Astrid découvre Londres pour des raisons de protection de la star. Quoi? C'était même pas tourné à Londres? Bah, Du coup, il faut la protéger physiquement, il faut protéger son truc, sa carrière musicale, ça va aller. Oui. Tu m'étonnes en fait qu'ils l'ont fait tuer le personnage, c'est surtout qu'il leur coûtait trop cher. Ça Ouais. coûte trop cher, ouais. Alors que bon, comme on l'a confondu avec la serveuse de l'hôtel d'à côté, ça aurait pu passer. Oui, ils auraient pu prendre la serveuse de l'hôtel d'à côté. Alors ensuite, nous atteignons une catégorie que j'ai appelée un Tardis en or, qui va être un petit jeu où vous allez tous devoir participer, sauf ceux qui ont potentiellement vu les réponses. Alors, C'est-à-dire l'acteur, c'est ça, l'acteur Paul Casey est l'acteur qui joue les hôtes. Il détient aussi le record du nombre d'apparitions dans Doctor Who, sans compter les rôles principaux, évidemment. Donc il est apparu 32 fois dans Doctor Who, mais il a aussi joué dans la série Sarah Jane Adventure et Torchwood. Maintenant, vous allez pouvoir essayer de deviner quel rôle il a joué, et il va falloir potentiellement remonter très très loin. Il a effectivement joué un Hood. Merci à ton petit lapsus. J'ai dit un truc? T'as pas failli dire Hood dans ta question? Non, j'ai dit les autres. Mais j'ai cru. bugué. Non, j'ai bugué en sachant pas si je faisais la liaison ou pas entre les et out. C'est tout. Ok. Mais bah, effectivement, du coup, il a joué un Hood. ça m'a aidé. Un Judoun? J'ai un Tardis d'or, du coup? Je sais plus comment ça fonctionne le jeu, j'avoue. Oh putain, la oui, il a... Ah bah bravo, ça fait un jeu sans connaître les règles. Hein. Il a joué un Judoun, il joue le capitaine Judoun dans la loi des Judoun, effectivement. Un Cyberman. Il joue des Cybermen, effectivement. Mais c'est pas celui que t'as dit qui faisait toutes les voix un peu robotiques? Non. Non, lui, c'est vraiment un acteur qui fait plein de persos secondaires, quoi. Est-ce qu'il joue un Dalek? Non, parce qu'à mon avis, les Daleks... Non, c'est Nicolas Briggs qui doit jouer les Daleks. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il joue le Jagrafès? Est-ce qu'il joue un homme cochon transformé par les Daleks? Un homme transformé par les Daleks en cochon? Oui, un esclave porcin dans Dalek génétiquement modifié. Il fait partie des murs de Doctor Who, quoi, le gars. Ah oui, oui. Et il y en a encore. Tu sais que ça peut durer longtemps, là, ton petit jeu.
Oui, c'est pour ça, au bout d'un moment, je donnerai les réponses, hein, quand même, hein, Mais continue quand même. Oui, parce qu'on ne Alors, trouvera par pas exemple- les 30 à mon avis. Non, j'en ai pas mis 30. Hein. Il a Bah, pas puis fait surtout, de il y en a... Sly Teens Surtout qu'il y en a un, il a fait... Alors, oula, Oui, Face ça, c'est de la beau. bonne réponse. tu fais chier. Il a fait... Attends. Jo Grassa Fel Foch Passamir Deislissin et Sip Fel Foch Passamir Deislissin. Dans le double épisode sur les suicides, évidemment. Ah bon? Oui. Ouais, ça alors? Après, il en manque, j'en ai noté encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit indice pour Eden. Oui. Il y en a une en rapport avec Jack. Et des archives que tu dois secrètement aller dérober. Ah non, c'est une femme robot là qui enlève les vêtements à Jack. Oui, Ah bah, c'est direct. un des 2 Playmobil qui veulent dessaper Jack dans le grand méchant loup. Excellent. En gros, faut essayer de se souvenir de tous les antagonistes qu'on a pu avoir depuis le début de Doctor Who. Est-ce qu'il joue dans Utopia? Un des humains vampiroïdes bizarres. La femme du chef. Alors pas elle en l'occurrence. Alors, je vais vous demander de remonter très très loin dans le tout premier épisode, par exemple. Est-ce qu'il joue dans Des morts inassouvis? Non. C'est lui qui fait les mannequins. Enfin, un Oui. mannequin. Un des mannequins, ouais. Après, il joue aussi dans l'épisode d'après. Mais là, c'est un peu plus dur. C'est un des invités de la fête là, qui vient voir la destruction de la Terre. C'est Kofa, un des membres de la forêt de Shim. D'accord. Et après, il joue aussi dans un épisode que nous avons beaucoup aimé dans la saison 2. Ouais. Il L'Absorbaloff. joue dans tous les épisodes quasiment, ce mec. Que Bob a beaucoup aimé d'ailleurs dans la saison C'est 2. pas l'Absorbaloff? Des pères. Ah bah non, non. l'Absorbaloff c'est la saison 3. Je la plaque Merde, des je sais goûts. plus. La plaque des coups. Bon, après, je peux finir, hein, si on veut quand même avancer, là, ce que je vois leur tourner. Il joue également un homme horloge dans la cheminée des temps. Il D'accord. joue aussi, alors je sais plus s'il y en a un ou plusieurs, un Wax dans Linda. Et enfin, il joue un des Pères Noël robots dans les épisodes spéciaux de Noël. Oh. Un Et wax enfin, la dans dernière Linda. réponse, c'est... Ah, ça doit être l'extraterrestre Oui, le truc, que course le docteur Ouais, c'est Heroes ça. au début. Ok. Exactement. Et donc, et bien d'autres encore que nous n'avons pas encore vus. Voilà. Les horloges, Et c'était la partout. saison 2? Oui. Bah oui, parce que c'est avec Rose. Oh putain, c'est vieux déjà. T'as vu hein C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Voilà. Bon, vous avez quand même eu pas mal. Je suis assez fier de vous. Bravo. 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 On est en plein craquage. Allez, on continue. Ouais, je vais continuer. Du coup, il y a certains rôles qu'il aurait peut-être pu jouer, mais finalement, il y avait d'autres personnages qui n'étaient pas non plus disponibles. Ils ont eu des difficultés à trouver certains acteurs pour les rôles de cet épisode, notamment celui de Monsieur Copper, qui a finalement été joué par Clive Swift. David Jason s'était vu offrir ce rôle-là, mais il n'était pas disponible. Bill Treacher s'était vu aussi lui offrir le rôle, mais il a dû le refuser à cause d'un problème de dos. Ah, c'est ballot. Ah ouais, ça vend du rêve. Hein. Et Rupert Holiday Evans s'était vu lui offrir le rôle du steward en chef, mais il n'était pas non plus disponible. Oh, c'est quoi ces gens pas dispo, quoi. En même temps, le C'est clair, steward en chef, on propose tu le vois 2 minutes, pauvre, il ouvre une porte et il dégage, quoi. Ah oui, c'est lui l'imbécile mort. Du Je coup. pense. Ouais, mais pendant 2 minutes, tu le vois jouer dans tu joues dans Doctor Who. Et C'est ça, clair. ça n'a Et moi, pas de pour prix. Doctor Who, je me rends dispo, hein, laisse tomber. Moi, je suis même prêt à tenir la poubelle. Moi, je pour pose jouer une dans journée de Doctor taf. Who. Hein. Ah, c'est Une clair. taf, une journée, je pose une journée de congé. Je pose même du sans solde.
J'étais né. Oui. C'est fini? D'accord. Et bah du coup, il me semble que c'est Maël qui a quelque chose à Oui. nous raconter. Oui, j'ai un truc à vous raconter. Parce que vous connaissez Kylie Minogue pour... Alors, ce que vous venez d'écouter, c'était Can't Get You Out of My Head, sorti en 2001. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une rétrospective de sa discographie. Non. Je vais plutôt vous faire une rétrospective de sa filmographie, parce que Kylie Minogue, c'est aussi une actrice. Bon, par rapport à Rose, quand je l'avais fait pour la rétro de la saison 2, on peut dire que la filmographie de Kylie Minogue n'est pas forcément hyper enthousiasmant. Mais bon, on va faire avec. Je voulais mentionner, quand j'ai pu lire un petit peu ce qu'elle a fait, elle a eu des petits rôles dans des films comme Moulin Rouge de Baz Luhrmann, sorti en 2001, et dans San Andreas, film avec Dwayne Johnson qui est sorti en 2015. Et j'ai trouvé 2 films dans lesquels elle est dans les rôles soit principaux, soit secondaires, mais où elle est plus ou moins présente. Donc, le second, je pense que c'est le must de sa carrière, mais bon, ça, ce sera pour la fin. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est Holy Motors, un film de Léo Scarrat, qui est sorti en 2012. Elle incarne un personnage qui s'appelle Eva Grace. J'ai pas vu le film, j'ai pas eu plus d'infos sur son personnage, mais de quoi parle le film? Le film, ça se passe à l'aube de la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie, tour à tour, grand patron, meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille. Monsieur Oscar semble jouer des rôles plongeant chacun tout entier, mais où sont les caméras? Il est seul, uniquement accompagné de Céline, grande dame blonde aux commandes de l'immense machine qui le transperce dans Paris et autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage, à la poursuite de beauté et de gestes, du moteur de l'action, des femmes et des fantômes de sa vie. Mais où est sa maison, sa famille, son repos? Donc ça, c'est Holy Motors dans lequel elle participe. Et le second film, alors tenez-vous prêts, c'est un film de toute une génération. Sans doute vous êtes fan. J'en ai parlé. Je crois que Doreen adore ce film en plus. Oh non. Il s'agit du film Street Fighter l'ultime combat. Hein? Ouais, elle a joué dans Street Fighter, le film. J'ai pas vu. Bon, bah tu rates pas grand chose. Hein. Ouais, Bon, en si, tout on cas, rate Kylie Minogue. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle est vivante à la fin. Oh. Donc c'est un film de Steven E. de Souza, sorti en 94. Elle incarne le lieutenant Camille White. Donc je connais pas le lore de Street Fighter, mais les gens qui aiment bien Street Fighter connaissent. C'est un film où il y a Jean-Claude Van Damme. Donc au moins elle a pu jouer avec Jean-Claude, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et oui, il y a un scénario dans Street Fighter. Ça se passe en Asie du Sud-Est. Le général Bison menace de faire éclater une guerre mondiale qui, si on ne lui accorde pas 20 milliards de dollars en échange de la vie de 63 membres des nations alliées qu'il a pris en otage. Pour le stopper, ses plans, le colonel William Gill s'organise de son côté. Ça vend du rêve. On dit Guile. Ah, c'est... Oh là là. Donc voilà pour la filmographie aussi mémorable que son passage dans Doctor Who. Après, le film Street Fighter est peut-être nul, mais je trouve que le rôle de Camille lui va très très bien par contre. Enfin, je trouve que ses traits lui correspondent bien, c'est un bon choix d'actrice. Et voilà, c'est tout pour moi. J'aurais aimé faire un truc beaucoup plus fourni comme j'avais fait pour Rose, mais malheureusement, pour tout vous dire, tu vois, par exemple sur Allociné, ils peuvent te donner un top film et série dans laquelle a joué l'acteur et l'actrice. Et ben pour Kylie Minogue, il n'y a pas ça. Très bien. Eh ben merci. Donc là, je vais m'adresser aux néo-Viannes. Sans spoiler, évidemment. Est-ce que vous avez vu le trailer? Même si je connais déjà la réponse. Oui. Oui.
Donc après avoir vu le trailer, parce qu'on va pas trop s'arrêter sur un épisode qui est un épisode spécial, ce n'est pas lui qui fait la saison. Donc dans quel état d'esprit êtes-vous à l'aube de cette nouvelle saison ? Surexcité parce que le trailer a l'air de donner le ton d'une saison 4 qui a l'air exceptionnelle. Ce que j'en ai vu, ça m'a vraiment hypé encore plus que les autres saisons et je suis très 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 curieuse de voir les épisodes. Mireille ? Mitigée. Je suis très emballée par ce que j'ai vu, mais j'ai trouvé le trailer beaucoup trop complet et beaucoup trop détaillé, et j'ai peur que ça fasse comme la plupart des bandes annonces aujourd'hui, à savoir que tout est dans le trailer et qu'après quand tu regardes les épisodes, en fait t'as déjà vu tout ce qui était intéressant dans le trailer. Donc je suis emballée, mais je suis quand même un peu inquiète, on va dire. J'avoue qu'après la fin de l'épisode, je me suis levé, j'ai été boire 2 Red Bull et je me suis fait une intraveineuse de caféine pour repartir. Après, j'ai regardé le trailer et j'en suis arrivé à la même conclusion que Mireille. Trop fourni, j'ai eu l'impression de tout voir dedans, ce qui me laisse, comme je l'ai dit en début d'épisode, très songeur pour la suite. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise ou pas. Lâche-toi. Vous me le dites carrément si vous voulez que je vous le dise ou pas. Est-ce que vous savez combien d'épisodes sont montrés dans le trailer ? Je dirais 6 ou 7, non ? Non, il y en a plus que ça, il y en a au moins 6, je dirais. Il y en a 5. Donc en fait, il y a même pas la moitié de la saison qui est dans le trailer. Donc et honnêtement, il vous manque les peut-être les plus spectaculaires même, sachant que ceux-là sont déjà pas mal. Mais voilà, il vous manque les plus spectaculaires. Parce que forcément, la saison en elle-même, au moment de la diffusion, la production n'était pas finie, donc ils n'ont pas mis des passages d'épisodes dont ils n'avaient pas fini la production, en fait. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Hâte de voir la suite. Bon, tant mieux. C'est déjà ça. Parce qu'après cet épisode-là... C'est là-dessus qu'on va se quitter, en attendant de se retrouver très vite pour le prochain épisode qui lance donc officiellement la 4e saison. Nous ferons la connaissance de la nouvelle compagne du docteur lorsque celui-ci s'infiltre dans une société qui propose de vendre des pilules miracles d'amaigrissement. Oui, désolé, il y aura peut-être encore un petit peu de grossophobie, on verra. Mais il me semble que non en fait. Avant de se quitter, merci à nos tipeuses Lily, Rose et Tiffany. Voilà, c'est super sympa. Et merci à vous de nous permettre d'avancer, de continuer à avancer un petit peu sur le podcast et de continuer à travailler dessus. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee, même si le côté financier est important dans ce monde, comme on a pu le voir dans cet épisode d'ailleurs. Nos plus grands soutiens restent vos écoutes et vos avis, car sans écoute, inutile de financer l'hébergement, c'est QFD. Merci à vous, après 3 saisons complètes, si vous êtes encore là, on peut objectivement dire que vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, et je pense qu'encore maintenant, on est toujours surpris d'en avoir. N'hésitez pas cependant à participer à l'agrandissement de notre communauté naissante et de partager nos publications et nos émissions sur vos propres réseaux sociaux. En général, le bouche à oreille est beaucoup plus efficace que nos propres communications qui, forcément, atteignent surtout nos followers, donc des personnes qui nous écoutent déjà. Les publications, on les fait évidemment sur Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous souhaitez nous envoyer vos avis sur des prochains épisodes, n'hésitez pas à le faire via leur messagerie ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Vous trouverez tous les liens ainsi que le lien Tipeee en description de l'épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Pouette. Salut. Pouette. Allons-y, Alonso. Astrid, habitante de Stowe.
Maintenant, vous voyagerez à tout jamais. Vous ne tombez pas, Astrid. Vous volez. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache.